Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette deuxième édition donc dédiée à la digitalisation et au BIM. Donc on va démarrer dans quelques instants. Nous attendons encore que quelques personnes se connectent et puis on va pouvoir commencer. Parfait. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être là donc pour notre deuxième rendez-vous de l'année consacré au BIM et à la digitalisation dans le monde de la construction. Nous avons choisi pour cette édition d'aborder, je dirais, le I qui se trouve au centre du BIM. Et pour cela, nous avons donc plusieurs invités qui vont justement nous donner leur vision et comment ils mettent la donnée au cœur du BIM. Donc pour cela, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Nicolas Boutet de Stonal, donc anciennement la foncière numérique, qui nous dévoilera comment augmenter la performance des actifs par la donnée. Shoaib Qureshi, BIM Manager chez Man Machine, qui donc nous présentera comment produire une donnée fiable grâce à deux outils donc, que vont être BIM Booster de Man Machine et Dynamo sur Revit. Candice Hassine de DB Lab, qui va nous proposer des solutions sur mesure adaptées à la valorisation des données BIM. Et enfin, Asma Ben Mansour de Séquence, qui partagera avec nous sa démarche de continuité numérique au service des métiers de l'entreprise. Donc merci à tous d'être là. Donc il y a des personnes qui nous rejoignent encore. Donc nous allons démarrer, je dirais par la présentation, je dirais, traditionnelle de Man Machine. Donc Mathilde, si tu pouvais passer à la présentation de Man Machine. On va essayer d'avancer. Ah oui, donc petit conseil pratique. Bon, tout simplement, vous avez tous vos micros qui sont coupés. Les questions, vous allez pouvoir les poser à la fin de la conférence dans le chat et je les relayerai pour les poser à nos invités qui donc se feront un plaisir d'y répondre. Et enfin, on vous proposera des liens vers les études ou les sites utilisés. On vous les proposera dans le chat. Donc, on va passer à la présentation de Man Machine rapidement. Donc, Man Machine est un groupe mondial dont le siège est à Munich en Allemagne. Donc nous développons depuis une quarantaine d'années et avec un millier de collaborateurs une expertise autour de l'intégration, de la revente et de l'édition de solutions CAO et BIM dédiées à nos clients dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des infrastructures. Man Machine France et donc la filiale française du groupe Man Machine. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs basés à Paris. Nous avons un chiffre de 9 millions d'euros, nous avons développé un chiffre de 9 millions d'euros en 2021 et nous sommes le premier partenaire Autodesk en Europe avec un statut Platinum. Autour de ça, donc nous vous proposons autour des solutions que nous revendons et bien sûr que nous éditons et que nous intégrons. Donc la possibilité de vous fournir en logiciel nécessaire au déploiement du BIM et au déploiement de vos processus digitaux, une offre entreprise donc spécifique par rapport à cela, un accompagnement autour de nos solutions et enfin une offre de support dédiée. De la même manière, nous allons développer toute une offre de formation dédiée à nos solutions, mais également en montée en compétences sur le BIM. Et enfin, ce qui nous tient aussi particulièrement à cœur, des certifications logicielles, mais également la certification Building Smart, qui est une certification internationale, qui va vous permettre justement d'attester d'une bonne compréhension du BIM et des fondamentaux liés à ce processus. En termes d'accompagnement, on va pouvoir justement vous accompagner dans le déploiement de votre stratégie BIM en mettant en œuvre justement des initiatives qui vont vous permettre de mobiliser vos équipes autour de ce processus. On va proposer également du management de projet BIM, des compétences BIM vous aidant lorsque vous allez avoir une surcharge de travail dans l'aspect de modélisation, mais également de coordination BIM, et également le déploiement des plateformes collaboratives que nous mettons en œuvre à travers nos partenariats justement. Et puis, alors, nous vous invitons toujours à nous suivre. Alors, nous avons déployé depuis le mois de janvier un podcast dédié au BIM et à la digitalisation autour duquel nous avons la possibilité d'évoquer avec nos invités qui viennent vraiment de tous bords leur retour d'expérience sur le déploiement du BIM à travers leur méthodologie, les freins qu'ils ont rencontrés, mais également comment ils sont arrivés à déployer le BIM dans leur projet. Donc, le dernier épisode est disponible, donc qui a été justement diffusé
diffusé au mois de mars et pour lequel nous avions justement reçu Asma, qui va un peu plus en détail peut-être sur le déploiement du BIM chez Séquence. Donc n'hésitez pas à l'écouter, à vous y abonner, mais également à vous de nous donner vos retours par rapport à ce podcast. Nos experts vous proposent également des articles assez régulièrement liés au BIM, aux outils, aux trucs et astuces, etc. sur le blog de Man & Machine. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, nous allons démarrer justement cette édition. Je vais prendre un petit peu la parole et ensuite je vais la laisser à mes invités. Donc, je voulais aborder avec vous une question qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle j'aurais voulu consacrer beaucoup plus de temps. Donc, c'est la question du load ou du niveau d'information requis. Pourquoi poser cette question aujourd'hui? Parce qu'en fait, on est tous, je dirais, pareil. On a tous croisé des cahiers des charges BIM et des conventions BIM qui requièrent justement la production et la livraison de maquettes numériques avec un load allant du load 100 au load 400, allant du niveau de détail 1 au niveau de détail 4. Et je voulais justement poser cette question aujourd'hui ou mettre cette question sur la table parce que finalement, on se réalise qu'on a un petit peu une espèce de flou artistique, je dirais, autour de cette question. Donc, pour un peu étayer mes propos, je vous propose un petit exercice. Donc, donc on est tous d'accord, si on regarde cette slide, on est tous d'accord que ceci est une porte. Maintenant, je vais vous solliciter, vous qui êtes nos invités aujourd'hui, et vous poser la question. Selon vous, quel est le niveau de développement de cette porte-là? Alors, je vous invite à cliquer sur la réponse qui vous semble, je dirais, la plus adaptée à cette question, et on va prendre quelques minutes. Donc, allez-y, si vous pouviez cocher la case qui, selon vous, est-ce que c'est du lot 350? Est-ce que c'est du lot 400? Est-ce que c'est du 1D3? Est-ce que c'est du 1D4? Donc, le sondage est ouvert et je vais vous inviter à répondre à cette question. Alors, j'espère que vous arrivez à répondre à la question. Moi, je vais mettre le 300. Donc, je ne vois pas les résultats. Alors, les organisateurs ne votent pas. Est-ce qu'on a des réponses au sondage? Ah, super. Génial, ça y est, je vois apparaître la réponse. Alors, merci à tous justement de prendre le temps de répondre. Donc, les réponses sont très, très intéressantes. Donc, on va fermer le sondage tout de suite. Et les réponses sont très intéressantes. Donc, qu'est-ce que j'ai comme réponse? J'ai 48% de lot 350, 23% de lot 400, 30% de ND3 et 0% de ND4. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve tout simplement qu'en fait, on n'est pas tous d'accord. Donc, si je suis maître d'ouvrage, si je suis maîtrise d'œuvre, si je vous demande du load 400, pour vous, ça correspond à du load 400. Si je vous demande du load 350, pour vous, ça correspond à du load 350. Si je vous propose du ND3, pour vous, ça correspond à du ND3. Alors, pourquoi ce sondage et pourquoi cette question? Mathilde, je veux bien que tu passes la slide suivante. Pourquoi ce sondage? Pourquoi cette question? Parce que tout simplement, justement, nous avons tellement de définitions de ce niveau de développement, de ce level of development, qu'aujourd'hui, finalement, nous ne sommes pas tous d'accord. Et moi-même, je suis incapable de vous dire, finalement, si cette porte était en lot 350, en lot 400, en 1D3 ou même en lot 450. D'accord? Donc, je ne suis pas en train de dire que la définition n'est pas bonne. Je dis simplement que nous ne sommes pas d'accord. Donc, si nous ne sommes pas d'accord, ça veut dire qu'en fait, certains d'entre vous ont comme référence le load, d'autres ont comme référence le ND, et on regarde bien, en fait, on met bien en évidence que cette question, je dirais, ne nous met pas tous d'accord, et donc c'est malgré tout un souci, un problème, puisque dès qu'il y a un problème de compréhension ou d'interprétation par rapport à une demande qui est censée être précise, nous allons nous retrouver avec quelque part des quiproquos et donc des insatisfactions d'un côté comme de l'autre. Donc, malgré tout, on va dire, on prend tous des références qui existent, tout simplement. Donc, des références qui sont liées à des processus normatifs ou des processus, je dirais, de mise en œuvre de règles qui ont été développés dans plusieurs pays. Pour prendre comme référence, donc je prendrai la référence justement, donc sur la slide d'après, s'il te plaît, d'un article qui a été fait par Marcia Bolpani que je vous invite vivement à suivre si vous vous intéressez
au sujet du LOD, au sujet du niveau de développement, qui est elle est responsable BIM chez Mace au Royaume-Uni et qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui a même fait une thèse sur ce sujet-là et qui est d'ailleurs, donc je tiens à le dire, c'est elle qui m'a inspiré l'exercice qu'on a fait au tout début, donc ce fameux sondage. Et donc du coup, on voit qu'il y a plusieurs initiatives, pour ne voir que celles qui se trouvent au-dessus, hein, parce qu'il y en a ensuite en dessous, mais il y a plusieurs initiatives qui ont été mises en œuvre entre 2004 et 2017 pour justement essayer de déterminer comment pouvons-nous encadrer ce fameux niveau de développement ou ce niveau de détail dans la mise en œuvre des processus BIM. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que si je prends donc comme référence les États-Unis, ou si je prends comme référence la France, ou si je prends comme référence le Canada, je ne vais pas me retrouver avec donc les mêmes je dirais les mêmes définitions, et donc du coup je vais à un moment donné entre guillemets patauger, hein, je ne vais pas pouvoir avoir une demande précise et je ne vais pas donc pouvoir avoir une réponse précise. Bon, ici, on voit les initiatives donc internationales. Maintenant, revenons un petit peu sur ce qui est. Alors, c'est un peu, je dirais, mon interprétation, mais c'est aussi, il y a une observation que j'ai pu avoir par rapport aux demandes, je dirais, récurrentes qu'on peut avoir aujourd'hui, soit dans les cahiers des charges BIM, soit dans les conventions BIM. Et on a souvent comme référence, donc, dans ces demandes-là, on va avoir les cahiers pratiques de moniteurs, hein, qui ont fait un exercice justement assez, je dirais, très intéressant sur le sujet, sur la définition du contenu de la maquette numérique. On va avoir également énormément de références aux fameux, donc je dirais, la fameuse définition du BIM Forum du Level of Development, hein, donc qui quand même fait une édition quasiment chaque année et donc met à jour ce document, mais soit on le connaît tous par cœur, soit on est, soit à ce moment-là, on va donner, je dirais, une définition un peu approximative du LOD par rapport à cette référence-là. Et également, il y a aussi comme référence la convention BIM qui a été, donc, du moins le modèle de rédaction de convention BIM qui a été proposé par MediaConstruct. Il y a également, on va revenir juste en arrière, mais il y a également aussi une interprétation, des demandes qui peuvent être spécifiques. On a croisé dans certains projets, on l'a croisé aussi, par exemple avec Nicolas, sur certains projets, des maîtrises d'ouvrage qui vont proposer leur propre demande d'information basée sur des tableurs Excel qui vont essayer de spécifier au maximum le niveau d'information qui est requis. Donc, finalement, le fait de prendre plusieurs références, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On va avoir parfois une mauvaise compréhension ou une compréhension qui n'est pas la même que celle du demandeur. D'accord? Donc, si j'ai une mauvaise compréhension, j'ai une place à l'interprétation. Donc, si j'interprète, ça veut dire que je ne peux parfois me retrouver dans des situations où je ne vais pas répondre aux besoins ou aux attentes d'une maîtrise d'ouvrage, par exemple. Donc, on peut se retrouver aussi dans des situations conflictuelles. Je peux me retrouver aussi également parfois à proposer un trop plein d'informations. Donc un trop plein d'informations, ça veut dire que je donne trop d'informations. Je me retrouve avec une base de données et là, je pense que Asma aussi nous en parlera très bien. Je me retrouve avec une base de données surchargée pour laquelle je vais prendre du temps pour pouvoir la mettre à mon besoin. Donc du coup, finalement, je perds en efficacité. Et enfin, je peux me retrouver aussi dans des situations où je n'ai pas l'information dont j'ai besoin. Donc en fait, je vais être frustrée, ou je vais me dire, pourquoi finalement j'ai mis en œuvre ce processus BIM si finalement il ne m'apporte pas la satisfaction ou la performance que j'en attends. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on a énormément d'initiatives normatives qui se mettent en place et je dirais qui vont du plus général au particulier, qui avancent, hein, sur lesquelles justement nos invités sont impliqués également. Donc des initiatives, je dirais, internationales, mais aussi locales. Donc on va avoir la fameuse norme ISO 19650 dont on parle beaucoup en ce moment. Donc, et qui traite donc de la gestion de l'information au sens global du terme. Donc le BIM, quelque part, est une part de cette démarche-là et qui nous indique en fait l'importance finalement de bien définir son besoin en information, de positionner l'information requise, l'information du projet, l'information pour les actifs, etc., que je vous invite à consulter. Une autre norme justement qui est un peu plus récente, mais en fait qui aujourd'hui essaye de rentrer dans le détail, qui a été à la base une norme européenne et qui aujourd'hui
donc est en traitement au niveau de l'ISO, et qui parle du niveau du besoin d'information et sur laquelle on va un petit peu rentrer en détail parce que moi je la trouve assez intéressante et je pense qu'il faut regarder ça de très près. Bien sûr, accompagné de cela, on va avoir la norme ISO 16739 sur la normalisation des classes IFC et enfin le fameux DICO du BIM qui malgré tout part d'une initiative française, donc du PPBIM si vous en avez entendu parler, et tout ce qui est donc justement définition des informations qui vont être embarquées par les industriels pour pouvoir proposer un langage commun. Et peut-être que Candice vous en reparlera, je ne sais pas. Donc le fameux besoin d'information ou level of information need. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Donc on va passer doucement du LOD, du ND, etc., au niveau d'information, au niveau du besoin d'information. Donc ça c'est décrit déjà un premier niveau au niveau de l'ISO 19650 qui nous invite tout simplement à déterminer un niveau du besoin d'information de chaque information à livrer et quand est-ce qu'il faut la livrer. Donc déjà, on a un premier, je dirais, un premier niveau qui nous permet qui nous donne une direction à suivre. Ensuite, on va aller un petit peu plus loin justement sur cette norme européenne, donc la 17412.1, sur de quel niveau d'information ai-je besoin. Et donc, elle va s'appliquer à décrire, je dirais, les points clés ou les questions qu'il faut se poser au moment où je vais faire ma demande de besoin d'information. Pourquoi je vais demander cette information? Et on parle beaucoup chez nous, enfin on parle beaucoup dans le BIM en général de use case, d'usage. Moi, je préfère parler de utilisation. À quoi va me servir l'information en question? Où est-ce que je vais l'utiliser? Donc, comment je vais la consommer? Et comment va-t-elle interagir avec mes systèmes internes? Et donc là, vraiment, nos invités vont justement vous donner quelques exemples concrets et c'est important de se poser la question en amont. De quoi ai-je besoin? Est-ce que je dois est-ce que le LOD va répondre à ce besoin? Je ne suis pas sûre. Quand est-ce qu'elle doit être livrée? À qui doit-elle être livrée? Quelle information doit être livrée et quand? Donc, on a besoin de spécifier de quelle information ai-je besoin à un instant T. J'ai besoin de contrôler la cohérence du programme, du projet avec mon programme. J'ai peut-être besoin de cette information, par exemple, de surface projet et de surface programme, peut-être à l'APS ou peut-être à l'APD. Quand est-ce qu'elle doit être livrée? Où est-ce qu'elle doit apparaître? Et quel usage je vais en faire à cette étape-là bien précise et qui va l'utiliser? Parce qu'en fait, on pense beaucoup à ce que nous demande la maîtrise d'ouvrage, mais on sait aussi que notre information en tant qu'architecte ou en tant que bureau d'études va être utilisée par des tiers. Donc, il faut décrire ces processus-là. Qui produit cette information? Qui c'est qui doit la produire et quel type d'information doit-il produire? Qui doit la recevoir, c'est-à-dire qui va interagir avec cette information dans les étapes finales, mais aussi dans les étapes intermédiaires. Et aussi, information très importante, qui la contrôle. Et donc, plus mon information est précise, plus celui qui doit la contrôler aura plus de facilité à la contrôler. Et comment je vais pouvoir justement automatiser ce contrôle? Parce que si je n'ai pas d'information, entre guillemets, standard, produite, pour laquelle j'ai identifié les acteurs qui doivent la produire, quand est-ce qu'ils doivent la produire, je vais avoir beaucoup plus de mal à la contrôler et je pense que mes invités seront d'accord avec moi, on ne peut plus se contenter d'un contrôle visuel. Et enfin, quoi? Quelle géométrie je veux avoir? Est-ce que je veux avoir une géométrie 3D? Est-ce que je veux avoir une géométrie 2D qui est largement suffisante? Est-ce que je veux avoir une géométrie 2D quantifiable? Dans cette géométrie ou dans cette capsule d'informations, quelles informations alphanumériques je veux avoir, parce que, encore une fois, que je liste toutes les informations dont j'ai besoin, et comment va s'articuler la documentation autour de ça. Je dirais que pour finir, parce que sinon je peux en parler pendant des heures, il faut prendre le temps de réfléchir et de positionner cette information dans ma stratégie globale et comment elle va être utile à mon projet. Donc, il faut que j'ai une demande précise. Cette information, il faut que je sache où est-ce qu'elle va être positionnée, quand est-ce qu'elle va arriver dans ma maquette, dans mon système, quand est-ce que je vais la manipuler et enfin, clairement, évitons le gaspillage d'informations, évitons la surinformation qui va nous amener à passer un temps fou à créer une base de données utile et qui justement va, encore une fois, retirer toute la performance du processus
BIM que j'aurai mis en œuvre. Voilà, je m'arrête là. Je vais laisser la place à Nicolas Boutet, qui va justement un peu nous détailler comment, chez Stonal, ils ont mis en œuvre une solution qui va, je dirais, voilà, mettre le BIM au service, la donnée du BIM au service des actifs. Je vais le faire comme ça. Bonjour Nicolas. Bonjour TM, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter déjà dans un premier temps. Donc je suis directeur associé du groupe Stonal, anciennement Foncière Numérique. On a changé de nom il y a un petit mois là, suite à une grosse levée de fonds. Et je suis responsable plus spécifiquement du pôle Data Factory du groupe. Voilà. On va passer à l'autre slide. Voilà. Donc ce qu'on souhaitait vous présenter un petit peu ce matin, c'était un peu notre démarche autour du BIM, mais aussi autour de la donnée globalement, puisqu'on intervient principalement sur la phase de gestion et exploitation des bâtiments pour nos clients, puisqu'on met en place une plateforme SaaS avec des applicatifs métiers qui nous permettent d'exploiter une grande partie des données qu'on collecte et qu'on structure. Le BIM en fait partie, ce n'est qu'une brique finalement parmi d'autres informations plus larges. Et l'idée est d'arriver en fait à de la performance sur 3 grandes thématiques, 4 grandes thématiques même. La performance financière, parce qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qui est performance réglementaire, le suivi financier en fait des actifs immobiliers qui sont gérés par nos clients. On a la performance opérationnelle qui correspond plutôt à la gestion, exploitation, maintenance technique des bâtiments. La performance environnementale qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est ISR, ESG, puisqu'on a des nouvelles normes aujourd'hui qui sont très impactantes pour nos clients et sur lesquels ils doivent finalement montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, en fait, il faut qu'ils aient pu agréger l'ensemble des données qu'ils ont sur leur parc et que cette donnée soit fluide, soit exacte et qu'ils puissent en sortir des indicateurs métiers pour ces différents usages. Et enfin, on a la performance d'usage qui, elle, est plus à l'attention, on va dire, des locataires et des gens, des occupants qui occupent le bâtiment, que ce soit sur du confort, du bien-être ou de l'optimisation, tout simplement, de locaux. Voilà. Notre réflexion est partie d'un constat, c'est que de toute manière, je pense que tout le monde le sait, les besoins et les outils, que ce soit en conception, construction et ensuite en exploitation, sont très différents. Donc on a tendance à avoir une démarche qui permet en fait de faire un passage du modèle de conception-construction, donc en l'occurrence du DOE, puisqu'on reçoit principalement du DOE, du relevé sur site également, vers un modèle dit d'exploitation. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on nous dit dans les communications diverses et variées qu'on peut entendre sur le BIM que le DOE est le Saint Graal qui permet l'exploitation des bâtiments, c'est totalement faux, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes outils, les mêmes usages, les mêmes besoins du côté des besoins, du côté des propriétaires, du côté des gestionnaires techniques. Donc, il y a une véritable adaptabilité qu'on doit mettre en place de ces modèles pour pouvoir justement les requêter, les consulter, les mettre à jour tout au long de la phase d'exploitation. Voilà, donc quand on arrive chez nos clients, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un peu le plat de pâtes qui est à gauche, où en fait on a des données partout. On a des données qui sont présentes dans des systèmes d'information qui sont déjà présents chez eux. On a de l'Excel, on a du PDF, on a des plans papier. On va même chercher des plans papier du coup dans les archives qu'on vient scanner, qu'on vient numériser entièrement pour créer les actifs. Et l'idée, c'est d'arriver en fait à une consolidation et un référentiel unifié dont je parlerai un petit peu plus tard, qui nous permet en fait de piloter après 6 grands axes. Donc les axes financiers, les axes d'occupation pour les locataires, donc tout ce qui est surface locative, gestion locative, l'exploitation de maintenance bien sûr pour pouvoir optimiser les coûts, notamment de gestion et exploitation du bâtiment, les coûts techniques. On a la partie environnement qui est extrêmement importante, qui va avoir un impact très important, notamment sur toutes les foncières qui aujourd'hui gèrent des gros parcs immobiliers, que ce soit dans le tertiaire ou même des bailleurs sociaux. Et enfin, on a les marchés et le territoire. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être un bâtiment, un projet est aussi finalement une entité qui existe autour d'un territoire, dans un territoire, et qui est forcément influencée vis-à-vis de cette position dans son territoire par des réalités qui vont avoir un impact elles aussi sur la phase d'exploitation. Donc pour ça, comment est-ce qu'on procède? On part bien sûr d'une collecte au démarrage avec les 3 grandes typologies d'éléments que vous connaissez, que ce soit des documents,
documents papier ou même des documents numérisés qui sont parfois présents dans des JED ou qui sont stockés sur des serveurs, ou des CD ou des clés USB en fonction de nos clients. On a des données alphanumériques à proprement dit qui peuvent venir plutôt de certains ERP ou de systèmes d'information qui sont déjà implémentés et qui sont déjà présents chez nos clients. Et bien sûr, on a toute la partie graphique, purement graphique, qui sont les plans, les maquettes numériques qu'on vient d'intégrer et structurer en fait dans une base commune. L'idée étant en fait de créer un référentiel unifié autour d'un master data qui vient alimenter en fait les différents métiers que vous voyez juste au-dessus, donc sur le schéma tout à droite, sur les différents volets qui nous intéressent, à savoir tout ce qui est marché-territoire, donc la position, on va dire, financière et au niveau territoire de l'actif immobilier, le financier, le juridique et le réglementaire, puisqu'on a besoin toujours d'avoir une lecture donc du suivi de l'actif du point de vue réglementaire, du point de vue juridique et financier. Et après, bien sûr, la partie architecturale et technique qui, elle, est plus spécifiquement utile, notamment aux facility managers pour la partie maintenance des bâtiments de nos clients. Je te coupe 2 minutes, Nicolas, si tu peux revenir en arrière. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu montres, en fait, c'est que vraiment, voilà, les plans et les maquettes numériques, en fait, sont une toute petite, enfin une toute petite, mais c'est une petite partie finalement d'un ensemble. Donc, si tu veux tirer parti finalement de tout ça, il faut gérer la donnée dans son ensemble. Et que pour vous, le BIM aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? En fait, c'est vrai qu'en conception-construction, forcément, le BIM est central puisqu'il représente à peu près 90 à 95% de l'ensemble des informations qui sont constituées finalement lorsqu'on fait un bâtiment neuf, notamment, ou qu'on réhabilite un bâtiment. Dans le cadre de l'exploitation, c'est totalement différent. C'est une petite brique. Aujourd'hui, si on regarde la quantité d'informations que représente le BIM, elle oscille entre 40 et 50%. Il reste quand même 50% de données à côté qui sont extrêmement importantes pour nos clients du point de vue du regard de l'asset manager notamment, qui lui va piloter les actifs du point de vue financier. Et c'est l'agrégation finalement de ces 3 grands volets qui va permettre de créer de la valeur derrière. Ce n'est pas uniquement des valeurs techniques qui vont pouvoir répondre à tous les champs et à tous les usages en fait, de nos bailleurs, de nos foncières ou de nos clients en général. Okay. Donc, l'idée après, c'est qu'une fois qu'on a agrégé toutes ces données, qu'on les a collectées, qu'on les a structurées, c'est de générer tout d'abord des économies sur les OPEX et les CAPEX, donc les investissements et puis tout ce qui est entretien courant. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un inventaire, par exemple, assez important et assez finalement exhaustif de l'ensemble des équipements, par exemple, d'un bâtiment ou d'un parc immobilier, globalement. Je sais pas, je me dis, j'ai 150 bâtiments, par exemple, dans mon parc immobilier. Je sais que dans ce parc immobilier tertiaire, par exemple, j'ai 5000 ventiloconvecteurs qui arrivent en fin de vie d'ici 2 ans, d'autres qui vont arriver en fin de vie d'ici 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire de marché de remplacement de ces ventiloconvecteurs, je vais faire une demande d'achat en fait groupée qui va me permettre potentiellement de baisser les coûts. Je vais cumuler ces deux achats-là, je vais les changer à 3 ans, donc me mettre le curseur à peu près au milieu et puis me dire, OK, je vais faire des devis, je vais faire un achat groupé de mes équipements, ce qui va me permettre de créer une économie substantielle finalement vis-à-vis de la quantité d'éléments que je vais changer et qui va me permettre aussi de lisser la charge finalement sur plusieurs années à l'échelle de mon parc. Donc c'est pour ça qu'on a une lecture chez nous qui va finalement du général au particulier, où on regarde finalement les actifs immobiliers de nos clients du point de vue du parc et puis on zoome de plus en plus vers l'actif immobilier jusqu'à l'équipement pour avoir une lecture la plus large possible. Ensuite, on a bien sûr augmenté la productivité en interne, etc., faciliter l'accès à l'information. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. On a un client pour lequel on a travaillé en 2020-2021 qui nous a dit qu'il avait gagné 15% de productivité en interne sur la gestion, exploitation, maintenance de ces bâtiments. Donc, c'est le simple fait de centraliser l'information est déjà un gain en productivité. Après, on a la partie, bien sûr, gestion maintenance au quotidien qui est simplifiée puisqu'on a accès à l'information. On peut optimiser également les charges énergétiques puisqu'on a l'ensemble des surfaces qui sont intégrées dans le modèle. Et puis, bien sûr, on a capacité aussi à rendre l'actif beaucoup plus liquide. Pourquoi? Parce que si on a toutes les informations sur l'actif, le jour où on veut le vendre, par exemple, où on veut le mettre en vente, on met en place très, très facilement les JED et les data rooms qui permettent justement de mettre en place tous les process avec les notaires, etc., pour la vente de ces actifs immobiliers, ce qui aujourd'hui représente des tâches
énorme. Hein. Parfois, pour collecter des documents pour la vente d'un actif, ça peut prendre 6 mois, 1 an, parce qu'on n'a pas toutes les informations qui sont centralisées. Et du coup, ça représente voilà, un coût assez important. Et puis, bien sûr, ça nous permet aussi de centraliser l'information pour préserver la valeur de l'actif et augmenter aussi sa valeur à la revente, puisqu'au-delà de vendre l'actif, on vend aussi de l'information à l'acheteur en lui disant, écoutez, messieurs, je vous donne l'ensemble du package informationnel autour de mon actif, donc ça a de la valeur, il a fallu que je le mette en place, ça a de la valeur, et ça intègre donc directement le coût de l'actif. On va passer à la slide suivante. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour résumer un petit peu notre démarche, on part de ce qu'il y a à gauche. Il y a un référentiel de construction dans lequel il y a beaucoup de données très souvent qui sont inclus dans la maquette, hein, dans les objets directement. Et l'idée, c'est qu'on a des cas d'usage en exploitation qui sont très différents. Donc, on a obligation à un moment de se dire, je prends cette donnée alphanumérique qui est contenue dans la maquette et je vais l'intégrer dans une base centralisée, un master data finalement, que je vais pouvoir cette fois-ci connecter avec des systèmes d'information connexes, qui peuvent être des ERP, qui peuvent être de la facturation, qui peuvent être de la gestion de surface locative, etc. Et du coup, ça permet d'agréger de l'information à une échelle beaucoup plus grande que le simple actif en fait, qu'on vient de construire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il n'y a que sur cette lecture globale que nos clients arrivent à réellement se positionner et à intégrer des indicateurs métiers qui puissent leur être utiles au quotidien. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il y a vraiment une transformation du DOE vers un modèle d'exploitation plus large et un master data qui puisse être connecté avec d'autres systèmes. On peut passer à l'autre slide. Voilà. Une fois qu'on a agrégé l'ensemble de ces données, on a aussi capacité à utiliser des IA. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre solution, hein, puisqu'aujourd'hui, l'IA nous sert à la fois à structurer la donnée au moment où on numérise l'actif. Typiquement, on a des solutions comme Read chez nous, qui est une IA qu'on a développée depuis maintenant 4 ans, qui a capacité, en fait, à reconnaître automatiquement et à classer automatiquement des documents. On a un data lake, en fait, c'est un système de data lake dans lequel on déverse l'ensemble des données qui nous sont fournies par nos clients. Ça peut être PDF, de l'Excel, ça peut être différentes typologies de documents de données alphanumériques et graphiques. Et l'IA va venir reconnaître, bah là c'est un bail, là c'est un contrat d'ascenseur, et va venir le classer automatiquement. Et il va venir en complément lire de la métadonnée à l'intérieur des documents, ce qui va nous permettre d'alimenter en fait la base de données alphanumérique en automatique. Et ce qui nous permet, finalement, quand on regarde le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, d'une OFI où on avait près de 500 000 documents à classer en moins d'1 an. Aujourd'hui, faire ce type de tâche en manuel, c'est quasiment impossible. Donc, cette IA nous a permis en fait de classer très rapidement les documents, d'aller chercher de l'information. Et après, il reste juste une phase de fiabilisation finalement de cette information, qui est un outil chez nous qui s'appelle Check, qui nous dit, bah voilà, j'ai trouvé une surface locataire dans un bail qui représente tel chiffre. Et puis, de l'autre côté, j'ai une surface qui est différente dans la maquette et j'ai encore une troisième surface. Cette même surface est différente dans un autre document, par exemple un document géomètre. Laquelle je dois prendre en compte pour intégrer ça dans ma base de données. Donc ça, c'est un système de checker dans lequel, effectivement, on va afficher les différentes valeurs pour une même information. Et on va demander en fait à des opérateurs de nos clients de choisir l'information qui est la plus juste. Et, voilà, et en général, ça vient très souvent de la maquette. Donc, quand il s'agit de surface, forcément, puisqu'on a une consolidation géométrique de cette donnée. Mais sur des données autres, ça peut être un choix de l'opérateur ou du client qui doit être effectué pour que la bonne donnée soit affichée dans nos bases. Et puis après, on fait également du benchmark au travers de l'IA au sein d'un même parc qui nous permet d'optimiser notamment tout ce qui est travaux énergétiques, puisqu'on est capable d'aller détecter par exemple des notes énergétiques à l'intérieur de certains DPE et de voir quelle politique finalement énergétique on va appliquer sur une partie des actifs immobiliers qui composent notre parc pour augmenter par exemple la note de certains actifs qui sont très mal notés et du coup rentrer dans une norme un peu plus acceptable du point de vue environnemental. On peut passer. Voilà, très bien. Donc ça, c'est un exemple de projet rapidement qu'on a géré à peu près sur 18 mois, qui était en fait la numérisation de l'ensemble du parc immobilier d'une OFI, qui représente à peu près 170 bâtiments pour un peu plus d'1 million de mètres carrés. Donc on a dû requêter, agréger et structurer à peu près 2 millions de données alphanumériques.
ce qui représente à peu près techniquement 3,1 millions d'équipements pour 500 000 documents classés, que ce soit du DOE, des données immobilières, ça peut être du permis de construire, ça peut être de l'acquisition, ça peut être plein de choses. Et du coup, on se rend compte que ça représente des masses de données très, très importantes qu'on est obligé finalement d'agréger ensemble pour avoir des vrais indicateurs et des vraies informations qui ressortent de façon optimale et pour pouvoir surtout alimenter les différents métiers, l'asset manager, le facility ou le property manager. Donc, du coup, dans notre solution, comment ça se passe? On a une plateforme SaaS, tout simplement, dans laquelle on a un data lake, dans lequel on vient déverser toutes les données, on vient les structurer, on vient les collecter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, on est parti aussi du principe que sur la partie graphique, on a un niveau de maturité aujourd'hui sur le marché qui est très hétérogène au niveau des utilisateurs. Donc, on a besoin en fait d'avoir une visualisation qui s'adapte à ce niveau de maturité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a capacité à visualiser bien sûr les actifs à l'échelle d'un parc ou à l'échelle d'un actif. Et quand on est sur l'actif, on a capacité à le visualiser soit en 3D, soit en 2D. La chose étant que toutes les données alphanumériques qui étaient présentes dans la maquette, on les a extraites de la maquette. On a conservé uniquement des identifiants uniques sur chacun des objets. Et en fait, ces identifiants uniques permettent de connecter l'information des objets vers une base centralisée. C'est-à-dire que quand je regarde, par exemple, une fenêtre, un luminaire ou n'importe quel équipement dans une visualisation 2D ou dans une visualisation 3D, il m'amène directement à la même information. Et finalement, la maquette numérique ne devient qu'un géoréférenceur de l'information, mais ne contient pas en tant que telle l'information, puisqu'elle doit pouvoir être mise à jour au travers du système. Voilà. Ce qui indique tout simplement en fait que l'information est aussi importante que la 3D et que si tu dois passer du temps à faire que ton information corresponde à ton objet, finalement si tu le fais en amont, si c'est quelque chose qui est fait en amont, c'est autant de temps gagné. Hein, on est d'accord par rapport à ça. C'est ça, complètement. Bon. Écoute, merci beaucoup Nicolas pour ton partage d'expérience. Je pense qu'il y aura, je t'invite à rester bien sûr jusqu'à la fin parce que je pense qu'il y aura des questions. Je vais laisser la parole à Choueb justement qui va aller un peu plus, je dirais, dans le détail sur comment avoir ou produire une donnée fiable, comment la manipuler sur Revit, comment utiliser justement des outils qui vous permettent de booster je dirais, comment contrôler de manière plus précise toute l'information que vous manipulez justement sur Revit. Donc, je m'excuse encore pour Daniel, qui n'est pas là aujourd'hui, mais que je pense qu'il est tout cœur avec nous. À toi, Choueb. Ton micro est coupé, Choueb. Ah. Voilà. Merci beaucoup, Mathilde. Donc du coup, je vais commencer cette petite présentation avec deux outils qui vont nous permettre tout simplement de vérifier la fiabilité de vos données sur vos projets. Donc on va parler un petit peu de BIM Booster. BIM Booster qui est tout simplement un plugin fait maison et qui permet en fait tout simplement de répondre à énormément de besoins qu'ont eu beaucoup de concepteurs durant une grande phase de démarrage au niveau des projets BIM. Et aujourd'hui, en fait, c'est un plugin qui vous permet vraiment de booster la conception sur les projets en BIM. Ensuite, je vais vous parler de Dynamo. Dynamo, c'est un plugin aussi qui est aujourd'hui intégré directement dans Revit et qui permet qui aujourd'hui permet d'augmenter réellement les flux de travail sur les projets. Non seulement il permet de fiabiliser les données et d'avoir un accès rapide à ces données-là, mais en plus de ça, il permet de dialoguer d'une façon différente avec un logiciel comme Revit, qui est un des plus puissants sur le marché, et de lui faire des choses quand même assez intéressantes. Donc, je vais commencer avec BIM Booster. BIM Booster, alors qu'est-ce que c'est? BIM Booster, tout simplement, c'est une palette d'outils greffés directement à Revit via son mode plugin et qui permet en fait tout simplement de proposer un espace de travail assez ergonomique sur l'outil. Il va vous permettre aussi d'automatiser plusieurs tâches qui soient chronophages ou répétitives, mais en plus de ça, il va vous permettre en fait de lever plusieurs freins. Ce sont les avantages que vous allez avoir sur BIM Booster. Lever plusieurs freins au niveau de la conception, concevoir beaucoup plus rapidement et gérer les informations des différents intervenants.
Comme je vous disais, en fait, la plupart des outils qui ont été développés sur ce plugin-là répondent à des problématiques qui ont été rencontrées sur les projets. Donc c'est pour ça que ça fait de lui un produit, un allié assez intéressant. Donc vous allez avoir 3 grandes fonctionnalités sur cet outil Beam Booster. Celle que moi, je préfère en fait. Bon, après, vous en avez beaucoup plus que ça, mais celle que je préfère, c'est celle qui vous permet d'avoir une supervision des métadonnées des bibliothèques d'objets. Il y en a une autre que j'aime bien, celle que je vais vous présenter aussi, c'est celle qui traite les rapports d'information. Avec celle-ci, vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir une gestion bidirectionnelle entre Revit et Excel. Et ensuite, il y en a une autre qui est superbe, c'est celle qui vous permet de créer les filtres de recherche basés sur des données spécifiques. Donc, sur l'ensemble de ces fonctionnalités-là, on restera vraiment sur le i du BIM. On va se baser vraiment sur l'information. Donc on continue, donc très rapidement pour vous présenter un petit peu le mode bibliothèque et projet. Donc c'est une commande que vous avez sur Beam Booster. Elle vous permet de recharger et de charger des familles, de rechercher et de charger des familles directement depuis des bibliothèques référencées, de filtrer l'affichage avec plusieurs options et de définir des propriétés supplémentaires sur une ou plusieurs lignes. Je vous ai préparé une petite vidéo, donc du coup, comment se présente Beam Booster? Vous avez un petit onglet supplémentaire qui vient se greffer directement sur Revit. Sur ce plugin-là, vous allez avoir différents groupes de commandes qui vont reprendre tout simplement un grand ensemble de fonctionnalités. Vous pouvez même aller jusqu'à faire de la détection de conflits avec Beam Booster. Et on va s'intéresser rapidement à ce qu'est les bibliothèques et les projets. Donc, une fois que vous cliquez sur une commande comme celle-ci, vous allez avoir une vision 360 degrés sur tous les objets présents dans un dossier en question. Donc là, par exemple, on a un dossier sur lequel il y a à peu près 3700 objets, et sur ces 3700 objets, en fait, finalement, on va avoir cette vision 360 degrés. La base de données va reprendre tout simplement le dossier dans lequel va être ou sur lequel il va y avoir énormément d'informations type objet, et le paramétrage va nous permettre tout simplement de revenir sur des systèmes de filtres qu'on aura préconfigurés à l'avance. Donc, comment ça se présente? Sur la partie gauche, vous avez un aperçu de toutes les familles tous les objets qui sont du coup présents dans les dossiers. Et pour la partie filtre, par exemple, vous allez pouvoir filtrer les informations tant sur les lignes que sur les colonnes. Donc, si par exemple sur une famille, vous voulez tout simplement récupérer les informations, il n'y a que des éléments de détail, il suffit tout simplement de cliquer sur les éléments de détail et vous aurez les informations. Pareil pour les colonnes. Donc là, on va avoir du coup plusieurs colonnes préconfigurées pour chaque objet, le répertoire dans lequel il se trouve, les auteurs, le titre, le contenu, les catégories, et vous allez avoir aussi la possibilité du coup de filtrer les informations avant de pouvoir envoyer ça sur Excel, par exemple, parce que quasiment on peut Beam Booster communiquer énormément avec Excel. On pourra ouvrir les familles, les placer et les charger. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est tout simplement aller chercher un dossier sur un nouveau projet qui s'appelle Lead, par exemple. Je l'ajoute et je mets à jour du coup la base de données de Beam Booster. Vous avez vu très rapidement qu'il a chargé toutes les familles. J'ai beaucoup plus de familles dans mon tableur qui me permet d'avoir une supervision, et je peux filtrer l'information en fonction de l'auteur. Donc j'ai mis mon prénom, et quand j'ai mis mon prénom, j'ai retrouvé la famille que j'ai créée récemment parce que les métadonnées étaient présentes. Bien plus puissant que ça, vous pouvez aller beaucoup plus loin, parce que la famille que j'ai créée, j'avais aussi créé un catalogue d'objets. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai sélectionné cet objet-là, j'ai eu la capacité de rentrer dans ce catalogue pour pouvoir, en fait, rajouter des informations supplémentaires. Donc là, en fait, sans avoir ouvert la famille et d'avoir recréé un type, je suis tout simplement passé par Beam Booster pour pouvoir renseigner un maximum d'informations dans ce catalogue. Et une fois que le catalogue est créé, je vais avoir du coup un nouveau type qui sera créé automatiquement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le catalogue, c'est tout simplement qu'on appelle ça, une configuration de base qui vous permet tout simplement à votre objet de prendre une certaine forme en X, en Y, en Z, en fonction des paramètres que vous aurez pré-renseignés, et de les appliquer avant l'insertion dans le projet. Donc voilà, ça c'était pour la partie bibliothèque. On va enchaîner du coup sur la partie rapport qui est très très intéressante. C'est une des fonctionnalités qui me tient à cœur aujourd'hui. Donc vous pouvez aussi avoir une gestion bidirectionnelle avec Revit et Excel.
Donc là-dessus, vous pouvez avoir un affichage aussi des familles dans le projet par les catégories, une gestion des valeurs de ces paramètres, une liaison bidirectionnelle avec Excel et une édition de rapport personnalisé. Pareil, petite vidéo. Donc là, en fait, je vais tout simplement aller dans la commande rapport et depuis la commande rapport, je vais avoir du coup une vision 360 degrés cette fois-ci sur l'ensemble des occurrences qui sont présentes dans le projet. Tout à l'heure, on avait en fait la gestion de la bibliothèque et on s'arrêtait au niveau hiérarchique de l'objet au niveau du type. Là, on va plus bas, on va directement au niveau des occurrences. Donc là, quand je clique par exemple sur sol, je vais avoir l'ensemble de mes sols dans le projet. Si par exemple je vais sur mes surfaces, qui est aussi une occurrence en fait, hein, je vais avoir la possibilité d'avoir l'ensemble des informations concernant les surfaces et je pourrais du coup changer les informations directement depuis cette interface-là. S'il faut par exemple rajouter, enrichir la base de données d'une surface, aucun problème, je vais sur la bonne colonne, de la bonne ligne et je vais tout simplement rajouter les commentaires ou les informations qu'il faut rajouter. Donc là, par exemple, je mets une mise à jour prévue pour le jour d'aujourd'hui. J'enchaîne du coup derrière sur une autre catégorie. Donc, on va prendre la catégorie des pièces. Et la catégorie des pièces, comme vous le savez, elle est quand même assez spécifique parce qu'en fait, on a les pièces, mais on a aussi autre chose. Hein, pour ceux qui sont beaucoup plus techniques, on va avoir les espaces. Et du coup, dans pièces, en fait, vous allez avoir aussi la partie espace. Toutes les informations que vous avez devant vous, ce sont les informations que vous allez avoir aussi pour les espaces. Par exemple, si je veux filtrer les informations sur, par exemple, le nom d'une pièce, je commence avec les 4 premières lettres, ou les 2, les 3 premières lettres du nom de l'espace, et j'aurai l'ensemble des pièces qui se retrouvent dans tout le modèle, quel que soit l'étage en face de moi. Je continue, du coup, je vais aller du coup sur une autre catégorie, donc les luminaires. Ça, c'est intéressant pour ceux qui, en fait, interviennent énormément sur les objets. Donc là, je vais tout simplement filtrer mes luminaires en fonction de la puissance. Donc, je vais pas commencer en disant que je veux les luminaires qui font 40 watts. Et une fois que je suis dessus et que j'ai besoin d'enrichir la base de données des objets, je vais tout simplement créer quelque chose qui est assez puissant. C'est tout simplement un menu déroulant que j'aurai en fait finalement. J'aurai en fait la possibilité de choisir entre toutes les options que j'aurai énumérées dans ce fichier TXT. C'est assez simple. Hein. Une fois que c'est enrichi, je l'enregistre et j'ai à n'importe quel moment la possibilité d'enrichir du coup l'information de type fabricant dans le projet. Donc ça peut être de l'Osram par exemple, du Philips, et je peux aussi répercuter automatiquement cette information sur l'ensemble des luminaires. Je peux partir, je peux prendre une autre information, donc celle que j'avais configurée tout à l'heure, ou alors tout simplement recorriger le tout et me mettre tout en mode OSRAM. Donc tout ça, vous pouvez l'envoyer sur Excel, en faire la même chose et de le récupérer via une synchronisation. C'est assez simple, c'est assez facile. Vous avez des commandes vers le bas qui vous permettent de le faire. Une fois que ça c'est fait, je voudrais vous montrer aussi une autre fonctionnalité, celle qui me permet du coup de faire des filtres de sélection et des filtres de recherche. Donc là, plusieurs fonctionnalités aussi, hein, outils de jeu de sélection, possibilité de configurer les jeux de sélection et faire aussi une association de filtres de visibilité. Donc en fait, vous avez une fenêtre par la suite. J'enchaîne sur la vidéo. Hop. Voilà, vous avez une fenêtre en fait qui va pouvoir s'activer directement depuis le ruban Beam Booster. Donc une fois que vous êtes dessus, vous avez la possibilité de configurer votre fenêtre, configurer aussi le filtre, ça peut être en sélection ou en information. Alors, est-ce que j'ai la vidéo qui est en pause? Est-ce que c'est normal, Mathilde? Voilà, super, impeccable. Donc du coup, je me retrouve avec cette petite fenêtre, comme je vous disais. Je vais tout simplement venir configurer un nouveau type de filtre. Et une fois que j'ai configuré ce nouveau type de filtre, c'est très simple. Je rentre dedans, je vous crée un nouveau type de filtre qui va s'appeler pièce, par exemple. Je voudrais sélectionner par exemple l'ensemble des pièces qui sont présentes à l'étage.
Et du coup, je me retrouve avec toutes les catégories en face de moi. J'ai juste à cliquer sur la catégorie qui m'intéresse et faire abstraction de tout le reste. Donc, du coup, je vais masquer les entrées qui sont non utilisées, donc toutes les autres catégories. J'aurai que la catégorie qui m'intéresse en face de moi. Et si je souhaite rajouter une information spécifique, donc du coup faire un jeu de recherche et non un jeu de sélection, aller beaucoup plus loin et aller chercher une information, je vais juste à le configurer via la règle, un peu comme vous le ferez via un VV. Je vais rajouter aussi un filtre de visibilité où je vais rajouter une métadonnée. Par exemple, pour ce filtre-là, parce qu'on crée énormément de filtres, mais on ne sait plus du tout du coup lequel sert à quoi. Là, avec Beam Booster, vous pouvez rajouter une métadonnée et tout simplement pour mettre une information supplémentaire sur le filtre que vous avez créé. Vous mettez en surbrillance, par exemple, l'ensemble des pièces que vous allez avoir devant vous, vous validez et qu'est-ce que vous avez en face de vous? Tout simplement l'ensemble des pièces qui vont être colorisées, voire en bas, en fait, tout simplement masquées via la fonctionnalité filtre de visibilité. Donc ça, c'est quand même un outil qui est assez intéressant parce que ça vous évite de taper VV plusieurs fois, aller dans le bon onglet, décocher, recocher. Vous avez une palette juste devant vous, vous préconfigurez à l'avance les différents filtres que vous voulez créer, donc soit de la sélection, soit du coup de la recherche en fonction de l'information contenue dans les objets, et ensuite vous masquez ou pas les informations. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Beam Booster. Dynamo. Dynamo, je vous en parle plus aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus puissants qu'on a sur le marché. Ce qui est bien, c'est qu'il est intégré directement dans Revit. Et aujourd'hui, ça vous permet en fait tout simplement de gagner énormément de temps. Voilà plusieurs fonctionnalités qui vous permettent en fait tout simplement de faciliter votre travail sur Revit. Donc l'automatisation des tâches répétitives, le traitement et la gestion des données, les données de sortie, produire des données de sortie beaucoup plus fiables, travailler sur les aspects de visualisation, créer des vues, créer des feuilles automatiquement, faire des mises à jour automatiques d'une version à l'autre par exemple, ou alors placer des vues directement sur des feuilles. Ça vous permet de gagner énormément de temps. Donc, pareil que pour Beam Booster, vous allez avoir 3 fonctionnalités clés aujourd'hui présentées. Donc, la gestion des données, l'automatisation des tâches et la gestion des familles. Donc, on va vous présenter une vidéo où mon collègue Daniel va pouvoir présenter les infos. C'est parti, Mathilde, tu peux lancer. J'ai pas... Par défaut, nous avons des nœuds très intéressants comme le Data Import Excel, qui va évidemment, comme son nom l'indique, me permettre d'importer directement de la donnée via Excel. Je tiens à préciser que ce nœud est d'origine dans le Dynamo, c'est-à-dire qu'il est indépendant d'un paquet. Vous avez également le data.export to Excel, qui, comme son nom l'indique, me permet d'exporter de la donnée venant vers Excel. Là, encore une fois de plus, ce nœud est d'origine dans Dynamo. Mais vous avez énormément de packages, dont en l'occurrence, en allant sur NBC, nous allons voir qu'il fait partie de Archilab Bumblebee, et idem pour celui-ci, et on regarde ici Archilab Bumblebee. Ces deux nœuds permettent exactement de faire la même chose, sauf qu'il y a un package Read Excel, donc qui me permet de venir lire un fichier Excel et de récupérer la donnée, et Write Excel qui me permet de la même manière de venir injecter de la donnée dans Excel. Donc il y a d'autres packages qui permettent de gérer Excel, mais vous voyez que d'origine, Dynamo est un logiciel qui me permet vraiment de partager de la donnée de manière extrêmement fiable de Revit vers Excel et vice-versa. Nous allons regarder ça maintenant à travers un exemple de script. Alors maintenant, nous allons passer à la phase de démo avec un script que j'ai fait où le but va être de récupérer de la donnée d'un fichier Excel directement dans Revit. La donnée va être définition sol que je vais réinjecter dans Revit via des paramètres partagés. Juste avant, j'ai fait un script qui me permet de récupérer via des catégories des pièces et de pouvoir récupérer leur surface. Voilà, donc ce qui donne, en fin de compte, ce qui renvoie directement dans ce fichier Excel le nom de mes différentes pièces et ici nous avons directement des surfaces.
Donc le but, ça va être de renvoyer dans les paramètres partagés de Revit tous ces éléments-là, donc le carrelage pour la chambre, là, ça de manière totalement aléatoire, mais pas très important. L'important, c'est de comprendre comment cela va fonctionner après dans Revit. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà de découvrir un petit peu le script. Donc, je viens récupérer l'endroit où je veux apporter mon script. Donc, j'ai été ciblé d'abord mon Excel. Voilà. Et très important toujours, c'est je dois bien faire correspondre le nom de la feuille avec le nom de la feuille Excel. Effectivement, si je viens sur mon dossier Excel, avec mon dossier Excel, ça s'appelle bien feuille 1 avec évidemment un F majuscule. Si j'avais mis ici un F minuscule, il n'aurait pas pu me faire de la liaison. À partir de ce moment-là, je vais récupérer mes listes. Donc, on voit que je récupère toutes mes listes, c'est-à-dire ici, je récupère tout le long des pièces, les surfaces, et puis ici, je récupère tout ce qu'il y a dans mon Excel. Alors, ce qui est très important, c'est de venir récupérer des index et de venir faire correspondre les éléments, c'est-à-dire que je vais venir cibler mon paramètre partagé qui s'appelle finition sol, c'est-à-dire que lorsque je viens ici dans mon Revit, vous voyez que j'ai bien ici finition sol, qui correspond en l'occurrence pour cette pièce-là avec un carrelage. Donc, j'ai légendé, vous avez de cette couleur-là le carrelage, vous avez de cette couleur-là tout ce qui correspond aux moquettes, et là, tout ce qui correspond au parquet. Donc, ce qui est effectivement très intéressant, c'est que si je viens dans mon fichier Excel et qu'à un moment donné, ici, la finition, donc on va s'occuper ici du hall, je vois que pour le hall, ici, j'ai un parquet, eh bien, je vais venir changer ici le parquet, et puis je vais venir mettre la moquette, par exemple. Alors, évidemment, je vais être obligé d'enregistrer mon fichier Excel pour regarder ce qui se passe ici. Donc, j'enregistre mon fichier Excel et on voit tout de suite que effectivement, mon fichier Revit a instantanément changé et est venu se positionner en moquette. Donc, vous voyez qu'il est extrêmement facile de venir connecter Revit avec Excel via Dynamo. Enfin, plutôt, en l'occurrence, c'est Excel avec Revit. On va refaire un autre test. Ici, j'ai Kitchen and Dining. Donc, je vais revenir dans mon fichier Excel. Et ici, plutôt que de mettre du carrelage, on va venir mettre du parquet. Le parquet, je me rappelle, il correspond à la couleur violette. Donc, ici, je vais mettre du parquet. Hop. Et je vais venir enregistrer, un petit peu me décaler comme ceci. Je vais venir enregistrer mon fichier Excel. On va le laisser un petit peu mouliner parce qu'il faut évidemment que le temps que tout le monde se connecte. Et vous voyez qu'il n'y a aucun problème. On va bien rajouter ma couleur via Dynamo. Donc voilà, avec un script relativement assez simple de Dynamo, vous voyez qu'on peut sans aucun problème venir cibler un fichier Excel et venir le rajouter. Donc voilà, je pense que Dynamo peut être un très très bon outil pour utiliser la donnée, l'injecter, la récupérer dans Revit. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et je m'excuse encore de l'absence de Daniel qui a essayé de faire au mieux pour essayer d'être là, même s'il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, en fait, l'objectif de la présentation de Daniel, c'était tout simplement de montrer en fait qu'on peut, comment dire, optimiser la production Revit en mettant en œuvre un outil d'automatisation donc nommé Dynamo, sur lequel aujourd'hui, de manière, je dirais, un peu pas très complexe, en fait, on peut fiabiliser la production de données et donc sur Revit, et cela peut être couplé, bien évidemment, à BIM Booster, comme l'a montré Schweb. Merci beaucoup, Schweb. Et on va passer alors aux plateformes métiers avec Candice. Donc, bonjour Candice, est-ce que tu es là? On a perdu Candice? Non,
Candice est là. Salut Sienne, bonjour à tous. À Bonjour Candice, merci d'être là. Donc à toi de jouer. Alors ce qui va être passionnant aussi, ça va être rentrer un petit peu dans le détail de comment tirer parti de toute cette donnée BIM, comment lui donner vie et la manipuler au service des métiers. À toi Candice. Merci Sienne. Bon, je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Voilà, je suis Candice Assine de la société DB Lab. En fait, mon CEO, c'est le titre pour faire bien sur LinkedIn. Mais en fait, mon vrai métier, moi, c'est je suis en charge en fait de l'analyse des processus métiers. Donc, et je participe à la conception des solutions digitales qui vont permettre en fait d'embarquer tous les acteurs dans l'utilisation des plateformes. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement en fait ce qu'on fait chez DB Lab. Donc, on s'occupe de la conception, du développement et du déploiement de plateformes web dédiées à la collaboration, la digitalisation des processus et la gestion des données BIM. En fait, pour faire clair, on est des faiseurs de plateformes avec deux axes. Il y a deux objectifs, elles sont toutes orientées métier. Donc, on va créer des plateformes typiquement sur mesure pour la maîtrise d'œuvre, les contrôleurs techniques, les constructeurs, avec des cas d'usage spécifiques ou des cas d'utilisation, comme tu disais, CM spécifiques. Et l'autre axe aussi qu'on garde en tête, c'est que les plateformes qu'on réalise, en fait, elles font partie intégrante de la transformation digitale de nos clients. Donc l'idée, c'est on envisage vraiment le BIM comme un levier de la transformation digitale. Alors notre démarche, on a quelques principes, quelques credos. On va travailler à chaque fois sur la traçabilité des informations, sur la continuité du cycle de vie de l'ouvrage, sur l'exploitation des informations. Et pour ce faire, en fait, on va construire des flux de données durant toutes les phases du projet, la planification à la conception, construction, exploitation, en intégrant aussi les dimensions juridiques, techniques et juridiques du côté réglementaire, mais aussi contractuel. Donc, on suit un peu la lignée de l'ISO 19650 et de toutes les normes sur les DICO, mais j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Donc, alors, comment on procède chez DB Lab? En fait, comment on analyse en fait les processus métiers? On va créer des ontologies, c'est-à-dire qu'on va observer en fait le comportement du métier, les acteurs, comment ils travaillent, et on va essayer de dégager en fait des principes génériques qui sont propres en fait à réaliser, à faire émerger des standards pour créer bien sûr les bonnes solutions et les bonnes fonctionnalités dans nos plateformes. Donc aujourd'hui, en fait, on intervient sur plusieurs métiers. Donc j'avais envie de vous parler de deux choses en particulier. C'est deux leviers en fait qu'on a identifiés pour valoriser les données. C'est vraiment le premier, ça va être comment on rend la donnée accessible. On croit en fait que la démocratisation de l'accès aux données est un levier important de la transformation digitale. Donc il faut l'organiser. Et le deuxième sujet dont je voulais vous parler, c'était tout ce qui était coproduction de données. Donc on parle vraiment de production collaborative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on organise la production de données par tous les acteurs de manière ouverte, sans passer par des outils de modélisation de maquette numérique. Voilà. Donc, rendre la donnée accessible. Alors, juste, alors, là, vous constaterez de toute façon sur le marché, nous comme les autres, on fonctionne tous en mode SaaS. Hein. Ça veut dire que la mode va vers le web, que la technologie va vers le web. La technologie va aussi vers les API, qui sont la capacité des systèmes d'information à communiquer ensemble. Donc, je rentre pas dans le détail des méandres de l'interopérabilité, mais voilà, il y a eu beaucoup de travaux dans ce sens. Alors, rendre la donnée accessible, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire permettre à chaque acteur d'accéder à la donnée dont il a besoin, et seulement celle-ci. Juste en aparté, je voulais dire qu'au préalable, il y a des prérequis. Avant de rendre cette donnée accessible, en fait, il faut organiser les modalités de son accès. Ça veut dire quel type de plateforme projet, plateforme entreprise. Est-ce qu'elle prend en compte les spécificités organisationnelles de la société? Est-ce qu'il y a des contraintes en termes d'informatique?
pas forcément de sécurité aussi, mais de process métier. Est-ce que c'est transverse? Est-ce que c'est au niveau transverse multi-projet? Est-ce que c'est au niveau transverse multi-métier? Donc tout ça, c'est et comment en fait on va gérer les droits d'accès, les rôles. Voilà. Donc ça, c'est des prérequis qui sont assez lourds en fait dans la construction de plateformes. Ça va toucher aux questions voilà, d'intégration, de droit. Et ça, c'est super important pour contrôler sa donnée et valablement piloter en fait les modalités de son accès. Donc une fois ces prérequis passés, en fait, donc le sujet, ça va être comment on rend la donnée accessible à l'utilisation visée. Donc là, nous, ce qu'on a constaté en fait de nos expériences, c'est qu'il y a un peu deux approches. C'est que soit on va avoir la mise à disposition complète des maquettes numériques et des informations associées. Donc là, c'est typiquement dans le cadre des outils collaboratifs projets en mode conception et construction jusqu'à la phase DOE. Donc là, l'objectif, c'est quoi? Je mets à disposition mes maquettes numériques complètes et je permets une exploration complète des données, c'est-à-dire avec des requêtes, avec des possibilités de requêtes, avec des accès facilités aux arborescences, aux catégories, extraction de quantité, avec la possibilité de faire des captures, des annotations, tous les outils que vous connaissez. Et l'autre, en fait, tendance en fait qu'on a constatée sur rendre la donnée accessible, c'est comment je vais dire ça, c'est au niveau d'une société, d'une entité, d'un opérateur économique, donc qui réalise des maquettes numériques pour leurs propres besoins, parce que c'est pas seulement dans le cadre du projet, mais la maquette numérique a un intérêt pour augmenter la productivité, notamment et pour les maîtres d'œuvre et pour les constructeurs. Là, l'idée, c'est une fois que cette entreprise a toutes ces maquettes numériques, comment elle va faire pour distribuer cette information à ces différents acteurs. Donc là, on va développer, par exemple, aussi les plateformes qui vont permettre en fait d'adapter la visualisation de données aux besoins métiers. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'accède, juste je finis 2 secondes la slide précédente, c'est-à-dire j'accède en fait par exemple à mes données de la maquette seulement pour mes besoins de vente. J'accède à mes données maquettes seulement pour mes besoins de plan d'installation de chantier ou pour gestion de mes équipements. Et donc là, il va y avoir un traitement des données qui va permettre de visualiser pour chacun la juste information. Voilà. Tu peux passer, Mathieu. D'où l'importance d'avoir des données fiables et des données bien précisées en amont. Ouais, voilà. Après, comme Nicolas aussi en a parlé de la centralisation, les agrégations, les qualifications, structuration d'informations, ça c'est du travail préalable. Donc après, l'autre volet aussi, un autre axe que je voulais vous présenter, c'est l'intérêt de rendre la donnée accessible. Ça va être la possibilité pour différents métiers en fait de pouvoir enrichir leur logiciel métier de données BIM. Donc là, le cas que je voulais présenter, c'était par exemple pour le métier du contrôle technique. Donc, pour ce métier-là spécifiquement, comme d'autres, il y a plein de logiciels métiers qui sont assez lourds parce qu'ils contiennent en fait toutes les règles de construction et de constructibilité pour émettre les bons avis, que ce soit au niveau de la solidité, la structure, mais au niveau de toutes les missions qui pouvaient être dévolues au métier du contrôle technique. Et donc là, on va permettre à cet outil, ce logiciel métier de production d'avis technique, d'accéder à la maquette numérique et de pouvoir récupérer en fait de la donnée dont ils ont besoin et d'enrichir du coup leurs avis techniques BIM de données BIM, de les lier et de les restituer aussi dans un processus BIM. Donc voilà. Donc je resterai disponible. Non, donc en fait, tu crées une vue spécifique à ce métier-là qui permet justement d'interagir avec les autres acteurs en fonction de ces processus à lui, en fait. Voilà. Là, en fait, on est dans une intégration complète d'un métier extérieur, d'un métier un peu satellite dans une opération de construction au BIM de l'opération, on va permettre en fait qu'il en tire profit, en fait. Ouais, d'accord. Et de manière bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il va enrichir ses avis techniques et il va pouvoir les restituer aussi. D'accord. Via une visionneuse et de la maquette et des avis BIM associés avec toutes les informations. Donc le deuxième sujet
Donc, au-delà de l'accessibilité de la donnée, je voulais vous présenter un peu nos travaux sur la production collaborative de la donnée. Donc, en fait, c'est parti du constat, de nos réflexions un peu génériques sur comment valoriser toutes les données BIM. Et cette thématique, elle fait partie d'une thématique plus grande qui recouvre en fait les questions de traçabilité du cycle de vie des informations d'un objet sur toutes les phases, sur comment on tire parti du traitement des données pour automatiser la production de livrables, ou comment on fait du monitoring et à quelle échelle. Et on a pensé que pour optimiser, qu'il fallait aussi optimiser les flux de production de données. Donc, on construit des systèmes pour organiser la coproduction de données alphanumériques. Là, on va vraiment laisser toute la géométrie aux outils spécialisés, à ceux qui savent faire les outils de modélisation. Et nous, en fait, on va décorréler en fait la gestion des données alphanumériques de la donnée géométrique, tout en gardant les liens. Oui, bien sûr, évidemment. Tu peux passer. Donc, l'histoire a commencé, elle continue en fait. Donc, je vais vous présenter notre travail un peu en détail. Donc là, on va parler de la production collaborative des données des locaux. Alors, pourquoi la gestion des données des locaux? Parce que bon là, les cas utilisés, c'est pour des grands projets hospitaliers. Voilà. Et là, le projet que je vous présente, c'est l'hôpital universitaire du Grand Paris Nord, voilà, qui est en phase. Le concours a été attribué il y a 6-8 mois, voilà, par Renzo Piano, Brunessoni Architecture et Ingérop. Alors, pourquoi les données des locaux? Parce qu'en fait, au démarrage d'une opération, l'opération, elle commence avec la programmation. La programmation, c'est quoi? C'est le maître d'ouvrage qui exprime ses exigences fonctionnelles et techniques. Donc, je ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce que doit contenir un programme, mais c'est un métier qui est peu normalisé, qui couvre en fait une variété de spécialités et une variété aussi de méthodes. Et en fait, ce qu'on retrouve souvent, c'est comment ils expriment leur programme. En fait, ça va être un fichier Excel où il va y avoir des données par type de locaux. Donc, les types de locaux vont être identifiés, donc, et des informations vont être formulées avec à chaque fois une classification propre. On n'a pas de standard de classification sur comment on formule des exigences d'information pour un programme. Voilà. Donc, nous, l'idée, c'est au départ, le besoin, ça va être comment on ingère ce fichier Excel qui concerne les données de tous les types de locaux, comment on transforme ça en modèle d'information, parce que l'objectif, en fait, c'est quand même de réaliser une conception qui est au moins conforme au programme. Et le processus suit en phase chantier et en phase exploitation, parce que le niveau local est un niveau important de gestion de l'information à toutes les phases. Et donc, l'idée et la spécificité, en fait, notamment pour les opérations de réhabilitation, c'est que le programme, en plus, il évolue après le début de la phase de conception, parce qu'il s'arrête définitivement en phase APD. Donc, la demande du maître d'ouvrage évolue. Donc, ça a aussi des implications juridiques, parce que la rémunération du maître d'œuvre est provisoire à l'attribution du marché. Elle devient définitive avec le programme définitif validé en phase APD. Donc, il y avait ces états-là. Et l'idée aussi, donc, c'était de comment, en fait, traquer, organiser la production et assurer la traçabilité des informations de programmation, de conception et de construction et d'exploitation, tout en comparant aussi les données de toutes ces phases. Parce que donc là, il s'agit d'identifier qui a modifié la donnée, donc qui est responsable. Bien sûr. Donc, les challenges de cette production, donc les données programmatiques, elles sont non structurées et évolutives. Donc, comment on ouvre les données? Donc, on permet la production collaborative sans passer par un logiciel de modélisation. Donc, on est en mode. Donc, du coup, comment on va plus loin dans l'optimisation des opérations de modification et de validation des données. Donc, et après, et pour aller jusqu'au bout, on va automatiser la production de livrables.
Donc tout ça en assurant la traçabilité de la donnée durant son cycle de vie. Voilà. Et démocratiser l'utilisation de la, pardon, et démocratiser l'utilisation de la maquette. C'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, ce que je constate aussi dans la transformation digitale, c'est que c'est un temps qui est long. Alors, autant il y a des aspects super techniques, tu vois, informatiques ou de méthode, mais autant il y a une part aussi, il y a une question qui est importante, c'est comment réaliser un outil qui est facilement adopté par tous les acteurs. Ça. Et c'est là où c'est aussi intéressant, quoi. Alors, comment on organise ça? Donc, nous, pour présenter la plateforme de Brunet-Saunier Architecture, donc le projet est piloté par Jacques Lévy-Benchetton. Donc, en fait, eux, dans leur processus, ils sont en full Revit. Donc, ils vont travailler déjà en maquette centralisée sur BIM Collaborate Pro. Donc, ils vont faire les publications de maquettes sur BIM 360. Donc, ils ont déjà tous les process BIM qui sont bien avancés. Donc, nous, sa plateforme, elle est directement connectée à BIM 360. Donc, lui, il a déjà une donnée qui est centralisée. Ses maquettes, elles ne bougent pas. Donc, nous, cette plateforme, elle est construite par-dessus BIM 360. Et comment, en fait, on va permettre de relever les challenges que je vous ai précédemment évoqués. C'est-à-dire, déjà, voilà, pour chaque projet, on va pouvoir organiser des flux de données selon les phases. C'est-à-dire que le pilote, il va dire, pour ma phase programme, je vais identifier ma source de données. Donc, je vais pointer un fichier Excel pour tel type de données. Puis, je peux aussi pointer pour ma maquette pour récupérer les locaux que j'ai créés éventuellement. Après, la deuxième phase, ça va être est-ce que j'applique un dictionnaire? Parce qu'en fait, la notion de dictionnaire, le dictionnaire, là, par exemple, on a un dictionnaire qui va concerner toutes les données des pièces, des rooms. Donc, un dictionnaire, c'est quoi? En fait, c'est une définition des propriétés des rooms pour le maître d'œuvre. Et en fait, ce dictionnaire, ça va lui permettre aussi d'assurer d'être le langage commun pendant toutes ces phases. Et donc, comment on va gérer, en fait, on va embarquer tous les acteurs, c'est aussi en leur permettant d'utiliser leurs propres outils, notamment qui sont Excel, et en traitant des correspondances de données entre comment eux, ils appellent leurs informations dans Excel et comment c'est traité dans le dictionnaire via la plateforme. Donc, pour automatiser, pour anticiper aussi la production automatique de livrables, la plateforme, qu'est-ce que l'intervenant va faire? Donc, il va créer aussi un template de fiches. Parce qu'en fait, pour la gestion des données des locaux, tout le monde fonctionne avec des fiches. Donc là, vous allez pouvoir créer votre template de livrables par phase. Parce que là, par exemple, les fiches au niveau du programme, c'est des données communes pour les locaux. Mais au niveau fin de chantier, c'est des données par pièce, avec éventuellement des données système qu'on peut rajouter aux paramètres partagés. Pour continuer dans l'organisation de cette production collaborative de la donnée, en fait, ce qu'on va faire, c'est que la plateforme va permettre en fait de gérer les droits de chaque acteur. En gros, ça va être en pratique, ça va être quoi? Ça va être de dire pour tel rôle, par exemple pour mon ingénieur fluide, je vais lui permettre d'intervenir sur la modification des données électricité, MEP, de mon groupe de propriété MEP pour la phase conception. Et du coup, quand l'acteur va se connecter, il va pouvoir éditer et intervenir que sur le jeu de propriété qui lui est destiné et dont il est responsable. Important. Oui, l'idée, c'est aussi de les embarquer dans l'utilisation de l'outil. Donc, moins ils ont à chercher la donnée dont ils ont besoin, plus ça facilite le travail. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la plateforme, elle va procéder à la création du modèle de données pour la phase concernée. Alors, quand je parle de modèle d'information, ça va être vraiment et via la maquette numérique et au sens de l'ISO 19650. J'ai un modèle de données, voilà, là, c'est le niveau d'information géré, c'est la room. Et là, j'ai ma structuration d'information qui est établie en fait pour chaque pièce par groupe de propriété et propriété. Donc là, la plateforme. Je te coupe. Ce qu'on voit là, c'est en fait une pièce que tu sélectionnes dont tu as la fiche, donc la fiche locale, et qui est représentée dans le visualisateur 3D. D'accord. Voilà, donc là, c'est complètement connecté. Donc, tu vas avoir la liste des fiches. Donc, c'est les fiches, après, quand tu vas les dépiler, tu vas avoir les données qui sont distribuées sur tous les locaux. Donc, tu vas pouvoir, là, en fait, on est sur les fiches programmation. Donc, tu vas pouvoir avoir le détail d'une fiche, c'est-à-dire que tu vas aller dans une fiche et tu vas pouvoir modifier
une propriété, voir tous les locaux qui sont concernés. D'accord. Donc là, pour aller plus loin, en fait, donc là, on a une approche un peu du général au particulier, c'est-à-dire je vais aller modifier une information dans une fiche, mais on peut tout à fait aussi modifier en masse des paramètres, c'est-à-dire j'ai choisi toutes mes fiches et par là même tous les locaux auxquels vont être distribuées cette nouvelle information. Je choisis mon paramètre, je dis ben, ce paramètre va être modifié sur toutes ces fiches et voilà, et je le diffuse dans la plateforme. Voilà. Bon, après, je passe sur les détails où tout est versionné, tout est tracé, tout est versionné. Bien sûr. Mais ça va de soi. Donc, la modification en masse des paramètres donc, va permettre voilà, d'aller plus vite dans la modification des informations de la maquette. Voilà. Tu peux passer, Mathilde, s'il te plaît. C'est bon, très et bien. En fait, juste pour finir, bien sûr, c'est bidirectionnel parce que là, la plateforme elle est connectée à la maquette. Donc là, on va organiser la coproduction de données et organiser un retour par la maquette au choix via Excel avec un plugin Revit. Et là, on travaille un peu sur les nouvelles API d'Autodesk Forge. Puis après, on aura aussi l'édition de rapports et les comparaisons entre les phases. Donc voilà. Juste une dernière question et après on passera à Asma. Enfin une question non, juste est-ce que Brunessonnet aujourd'hui est capable de mesurer un petit peu le gain de temps qu'il va avoir justement entre ils sont capables aujourd'hui de produire des maquettes de qualité, etc. Aujourd'hui ils vont à l'étape suivante en fait qui est de consommer cette donnée-là et de faire en sorte justement d'encore plus optimiser. Est-ce qu'on est capable ou pas encore ou est-ce que À peu près oui. Bon, après, Brunessonnet Architecture, c'est un peu un cas exemplaire parce qu'ils utilisent la maquette depuis 2003. Donc, ils sont très, très avancés dans l'implémentation de leur processus BIM. Oui, on a pu faire une estimation et on peut… 30%, c'est pas déconnant hein, sur la production sur la gestion des données pièces. Oui, parce qu'on sait que c'est vraiment un sujet. Hein. Enfin, c'est un grand sujet. Et quand tu sais aussi, par exemple, pour l'automatisation de production des livrables, c'est-à-dire que là, depuis la plateforme, tu veux donner là, par exemple, on est sur 5000 locaux. On a 150 paramètres à gérer sur 5000 locaux. Ça fait 800 000 paramètres qui vont changer. Et là, les fiches. Et là, ben, les fiches là, je crois qu'on est à 800 fiches à gérer pour 5000 locaux. On les sort en à peu près 3 secondes. D'accord. Bon, écoute, merci beaucoup, Candice. Merci beaucoup. Merci, Candice. De toute façon, reste là, hein, parce que je pense qu'il y aura des questions. Là, on va avoir encore une vision je dirais, encore plus en amont, hein, puisque c'est une vision maîtrise d'ouvrage amenée par Asma. Bonjour, Asma. Ah, ton micro est coupé, donc je pense que c'est Mathilde qui a dû le couper. Bonjour Asma et merci beaucoup. Ah, je t'entends toujours pas. Alors attends, bouge pas. Bouge pas. Est-ce que… si, ton micro est ouvert. Tu es là? Tu m'entends là? Ah, là, je t'entends. Oui. Ah, non, je t'entends plus. Je sais pas, attends. Ça y est, je t'entends, excuse-moi, autant pour moi. Non, mais je devais parler en même temps. Comment vas-tu? Et merci beaucoup d'être là parmi nous. Donc, je vais te laisser un peu nous raconter cette histoire et ce parcours en fait que tu as mis en œuvre chez Séquence. Et puis, écoute, j'essaierai de pas t'interrompre, mais bon, je vais peut-être pouvoir pas m'en empêcher. Donc, je vais te laisser te présenter et puis nous raconter un peu cette histoire-là. Allez, à toi, Asma. Je suis Asma Benmansour, je suis responsable BIM et stratégie numérique chez Séquence, qui est une filiale du groupe Action Logement, donc un bailleur social. Voilà. Donc voilà, pour vous parler un peu du BIM chez Séquence, en fait, le BIM, il fait partie d'une stratégie globale autour de la donnée entreprise, de la data entreprise. Étant un bailleur constructeur, en fait, Séquence génère une grosse masse de données qui circulent, et ce, dès la phase programmation, pendant la phase conception, construction, et après en phase exploitation, parce qu'on va garder nos bâtiments, on va les louer, on va les exploiter, on va les réhabiliter, etc.
L'objectif principal de cette stratégie donnée, c'était vraiment de gouverner la donnée, de maîtriser la donnée, la masse de données qui circule dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'était déjà tout à l'heure, c'est ce qui va précéder quand Candice parlait de l'accès à la donnée. C'est vraiment un problème en fait de pouvoir accéder à la donnée, mais surtout pouvoir accéder à une donnée fiable, à une donnée à jour, à la donnée au bon moment. Donc, l'idée, c'était de pouvoir collecter les données, connaître les utilisateurs, comprendre ce que les utilisateurs vont utiliser, vont faire de cette donnée, mais en même temps, à quel moment ils en auront besoin. Donc, apporter la bonne donnée au bon moment. Parce que typiquement, une surface, elle pourrait évoluer de la phase API jusqu'à la livraison. Et donc, par rapport à l'utilisateur, savoir quand est-ce qu'on lui fournit cette donnée-là. Et surtout derrière, intégrer de la donnée fiable dans nos systèmes d'information. Le BIM, du coup, s'est présenté comme un outil, comme une partie de la solution, surtout grâce à cette base de données que représente la maquette numérique. De là, on est parti sur fixer un objectif principal de toute la démarche, en fait, BIM et gouvernance de données, c'était de constituer une base de données unique, centrale, accessible à tous les collaborateurs, mais surtout fiable. Donc, l'idée aussi, c'est d'avoir de la donnée certifiée, on va dire. On s'est lancé du coup dans un gros travail de cartographie des données. En fait, la mise en place d'une cartographie, dans un premier lieu, permet vraiment de croiser deux visions différentes de la donnée. La vision technique, qui est la vision SI en fait, comment on va récupérer la donnée, comment on va la stocker, comment on va l'intégrer dans les applications SI, et la vision métier, qui est plutôt opérationnelle, comment on va utiliser cette donnée-là. Donc, mettre en place une cartographie de données, il va vraiment nous permettre d'avoir une vision globale sur la masse de données qui va circuler au sein de l'entreprise. On est parti donc dans un grand travail de mappage des besoins en données, des logiciels, des métiers et des différents acteurs. Chez nous, en tout cas en maîtrise d'ouvrage, on a tout ce qui tourne, les métiers de chiffrage, les métiers d'économie de la construction, les métiers de la qualité de nos bâtiments, du bâtiment qu'on va livrer demain, qu'on va louer, que des habitants vont y vivre. On a aussi une contrainte de gestion locative parce que évidemment on va les louer. La gestion technique aussi, parce que demain nos bâtiments ils vont vivre, donc à un moment donné il faudra les entretenir. Et la partie financière aussi, on n'en parle pas, mais ça fait aussi partie de notre métier, parce que voilà, on commence par la phase programmation pour estimer les biens, pour pouvoir les louer, surtout à prix abordable. Donc, il y avait toute cette vision du métier de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi du constructeur bailleur, et voilà, après les différents métiers au sein de l'entreprise. Pour ceci, en fait, on a fait participer les métiers. Donc, rien de mieux que les métiers pour parler de leurs besoins. Donc, dans un premier temps, on a fait un grand recensement des données. Après, on a exposé les données. On leur a dit, voilà, aujourd'hui, on a ces données-là. Tu peux rester juste à la slide d'avant, s'il te plaît. Donc là, vous voyez, en fait, on a exposé toutes les données, les données utiles, on va dire, les informations, parce que voilà, une donnée avec une utilité, elle devient une information. Donc, on a caractérisé les données pour leur donner du sens. On les a exposées dans une salle. Ça, c'était en novembre 2020. Et on a demandé à tout le monde de venir voir. Voilà, c'est les données dont vous avez besoin. Et ben, vous allez nous dire quand est-ce que vous aurez besoin de cette donnée-là, sous quelle forme, à quel moment, est-ce que vous créez cette donnée, est-ce qu'à un moment donné, vous allez la modifier, est-ce que vous allez juste la mettre à jour, la consulter, etc. Donc, c'était un travail vraiment avec les différentes équipes. On les a appelées à l'époque les journées data. Donc, voilà. Tout ce travail-là nous a permis après de pouvoir les cartographier. On dit cartographie, mais pour nous, c'est une espèce, un tableau Excel aujourd'hui qui met en relation la donnée avec son utilité, donc l'information, avec son utilisateur, avec le métier, avec le logiciel métier, l'outil métier, le RP, la temporalité aussi qui est très importante, le responsable de la donnée, la personne qui va la modifier. En fait, c'est un croisement entre tout ceci, toutes ces informations-là. On a rajouté une petite couche BIM à tout ceci. Donc, une couche de dire, voilà, cette donnée-là, elle va correspondre à un objet dans une maquette numérique. Typiquement, une information sur la façade, sur le revêtement extérieur d'une façade, elle va correspondre à l'objet mur de la maquette numérique. Donc, on a essayé de créer des associations entre toutes les informations, leur utilité et comment on va les traduire dans la maquette.
Donc là, la première partie que vous voyez, en fait, c'est vraiment, est-ce que tu pourrais, je pense que ça sera la première plutôt. La première, ouais. Là, par exemple, ça nous a permis, à partir des informations dont on a besoin, de caractériser tous les objets dans la maquette qu'on voudrait suivre. Donc, comme je vous ai dit, un mur, une façade, ça correspond à un mur. Une chaudière, elle va correspondre à une chaudière à gaz, etc., etc. Et donc, de là, tous les besoins des éléments qu'on va suivre. Et bien sûr, on est parti à leur créer des codes, etc., parce que là, on va parler d'ERP, d'API, etc. Donc, il fallait quand même uniformiser tout ceci pour que le système d'information puisse recevoir la donnée derrière. Dans la deuxième partie, en fait, on a associé cette donnée, on lui a donné une utilité, une caractéristique. Donc, c'est là où on va retrouver la description de la donnée. Donc, on passe de la donnée à l'information et on va lui donner la temporalité, l'outil, la responsabilité aussi. Vous allez aussi pouvoir la partie checker dont on évoquera. Donc, une donnée va être contrôlée derrière. Donc, grâce à ce contrôle, on va déterminer les règles de contrôle par rapport à ce qu'on attend de la donnée et quand est-ce qu'on va la contrôler, et, etc. Les responsables aussi, parce que voilà, on a des données, donc on a des personnes qui vont créer les données. Il y a des personnes qui vont les consulter, mais des personnes qui vont les créer. Donc, responsabiliser entre autres la personne qui va créer les données, parce que ça sera la seule donnée que tout le monde va utiliser. Donc, c'est à peu près ça la cartographie. Donc, ça fait à peu près 500 lignes, je crois, avec 80 objets. En tout cas, aujourd'hui, on ne suit que 80 objets avec les différentes caractéristiques. Ensuite, donc, cette cartographie, enfin, cette démarche-là, cette stratégie autour de la donnée, elle nous a permis de définir notre stratégie BIM. Donc, aujourd'hui, on s'était dit, voilà, on sait ce qu'on veut du BIM. Donc, on va le traduire en stratégie BIM. Donc, comme je vous ai dit, il y avait la collecte les besoins métiers. On a cartographié les données. Donc, une fois que c'est cartographié, on a associé aussi la notion maquette numérique, la notion donnée dans la maquette numérique. Et à partir de cette cartographie-là, on a réussi à déterminer une structuration des données dans une maquette numérique. Non seulement une structuration de données, mais une géométrie aussi. Parce qu'on parle aussi de la donnée, mais on sait très bien que la donnée, elle dépend de la géométrie. Donc, pour pouvoir avoir des données structurées, il faudra avoir la géométrie derrière qui va avec. Donc, on a réussi en tout cas à créer, à définir plutôt ce que devrait être la maquette séquence demain pour pouvoir être utile, pour pouvoir répondre à ces stratégies globales de l'entreprise. Et donc, on a créé un dictionnaire de données qui correspond à cette maquette-là. Et bien sûr, après, un outil de contrôle pour pouvoir s'assurer que ces maquettes qu'on va recevoir correspondent vraiment à cette cartographie, à ce dictionnaire qu'on a mis en place. Ensuite, il y aura bien sûr une partie d'extraction des données, etc. Mais surtout, la mise à jour des maquettes, parce que nos bâtiments vont vivre. Notre maquette, elle devrait suivre. Donc, on ne peut pas rester sur une maquette. Après, bon, il y aura des définitions, jeu de mots numérique, maquette GEM, etc. Nous, on va dire c'est le miroir de notre bâtiment, de notre foncière. On a un bâtiment, on a une maquette. Les informations de la maquette devront suivre. Donc, on a défini derrière on va dire, nous, ce qu'on appelle le projet de continuité numérique. C'est un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Pareil, il a débuté avec la collecte de besoins. Donc, on a défini une stratégie. Forcément, il y aura des documents derrière. On va recevoir des maquettes. Donc, ce qui va se passer, c'est derrière, après la réception des maquettes. Donc, ces maquettes-là, elles vont passer dans un checker, dans un outil de contrôle qui va vérifier leur cohérence. Si c'est validé, elles vont être transformées en base de données sémantiques. Donc, on va typiquement pas écraser la géométrie, mais récupérer toutes les données dedans. On va les mettre dans un entrepôt de données, et d'où cette base de données centrale, unique, partagée. Et grâce à des API, on va communiquer ces données-là à nos outils métiers. Donc, typiquement, on a l'outil de gestion technique du patrimoine qui est Nomos aujourd'hui chez nous. Il aura besoin de la surface d'un mur. On ira récupérer cette surface-là grâce à l'API. Il aura besoin de la caractéristique d'une chaudière, d'un ascenseur, etc. On récupérera ça. La gestion locative aura besoin d'une surface d'un logement. On récupérera ça. Mais ce qui est intéressant dans cette continuité numérique et ce qu'on a testé et ce qu'on a validé en tout cas en grande partie, que là on est en phase mise en industrialisation, et éventuellement après on passera à la mise en application, c'est de pouvoir retourner vers la maquette numérique. Donc typiquement demain, je change mon ascenseur. Ben, la marque, elle va changer, l'année de mise en service, elle va changer. Il passera d'un état dégradé à un état neuf. Donc, forcément, j'ai besoin que cette information remonte dans ma maquette. Sinon, je vais me retrouver dans 10 ans avec des maquettes obsolètes, avec des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Là, on parle vraiment de la mise à jour de l'information dans la maquette.
Voilà. Vous avez bien compris que c'est une démarche assez ambitieuse, donc il fallait contractualiser tout ça. Vous avez aussi compris que l'efficacité de cette continuité numérique, elle dépend systématiquement de la qualité des maquettes. Donc derrière, il fallait s'assurer que on va recevoir des maquettes bien modélisées. Donc on a mis en place un corpus documentaire. Je vous l'expliquerai plus tard. C'est que demain, on a mis en place aussi un protocole de modélisation de cette maquette-là, géométrique et de structuration des données. Donc, comment on voudrait que la maquette soit structurée. Ça s'est traduit par la charte, qui est le document, on va dire, générique, communication, etc., qui explique vraiment cette stratégie autour de la donnée, parce que voilà, il fallait expliquer pourquoi on veut faire du BIM. On n'a pas décidé de faire du BIM voilà, pour faire comme les autres. Non, 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 on fait du BIM parce que derrière, il y a une stratégie. Et on a un cahier de charge qui va définir toutes les exigences techniques. Mais en plus de ce cahier de charge, nous, on met en place différentes annexes. On met en place un mode opératoire. Comme je vous ai dit, c'est un protocole de modélisation des maquettes, sans forcément contraindre. Hein. On ne va pas aller à leur dire non, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est un protocole qui va plutôt correspondre aux règles de l'art. Donc, comment ça fonctionne chez les BET, comment ça fonctionne chez les archives, mais les adapter un tout petit peu à ce que nous, on voudrait que ça soit fait. Une matrice de détail, bah forcément, on a une cartographie, on a structuré les données. Derrière, il fallait dire comment on voudrait que nos objets soient nommés, comment on voudrait qu'ils soient, que les propriétés qui leur sont associées soient nommées, quand est-ce que chaque propriété va être remplie. Typiquement, par exemple, l'année de mise en service ou, je ne sais pas, le revêtement de la façade va être rempli peut-être en APS, mais elle va évoluer peut-être parce que la conception évoluera. Donc, la marque, on sait très bien qu'on ne l'aura pas en phase APS, mais on l'aura vraiment à la livraison, etc. On a aussi fourni une maquette de référence. Là, aujourd'hui, on fournit une maquette de référence. Pourquoi on le fournit? Déjà pour faciliter le transfert des normes. Donc, demain, un BET, une maîtrise d'œuvre, un archi voudrait, il va devoir mettre toutes nos propriétés dans la maquette. Donc, on lui donne une maquette avec toutes les propriétés dedans. Donc, il va juste faire un copier-coller, on va dire, pour récupérer ces données-là. Et aussi, ça va lui permettre de voir à quoi ressemblerait une maquette séquence. Une maquette qui répondrait à nos besoins. Une fiche de contrôle. Nous, on a mis en place un checker qui va contrôler l'information dans la maquette. Donc, la géométrie, le contrôle restera quand même à 80% visuel. Mais on fournit cette fiche de contrôle aussi pour dire, voilà, demain, nous, c'est les éléments qu'on va contrôler dans la maquette. Donc, ça va vous permettre déjà, dans un premier lieu, de faire un autocontrôle de vos maquettes avant de nous les livrer. Et on a une trame de notre BIM parce que voilà, le BIM devient obligatoire à partir de 2022 chez Séquence, comme on a tous les projets qui partent en construction neuve et en réhabilitation. On sait pourquoi on veut le BIM, donc maintenant on va le mettre en application. Donc à la phase consultation, on demande quand même une note BIM qui va nous permettre d'évaluer les candidats. Donc après, vous avez bien vu dans le schéma de la continuité numérique, le système d'information, il ne va pas prendre de natif. Il va prendre l'IFC, donc le format universel, sauf qu'on a différents logiciels, on a des problèmes d'interopérabilité, on n'arrive pas à avoir des IFC qui se ressemblent. Donc, c'est des travaux aussi qu'on a menés chez Séquence pour tendre vers un IFC unique Séquence, je le dis bien, donc dans lequel les informations sont organisées de la même manière. Parce qu'in fine, on voudrait récupérer les informations. Donc, on a mis en place, comme je vous ai dit, des protocoles de modélisation sur les différents logiciels aujourd'hui qui sont dans le bâtiment, on va dire, qu'on a vu chez les différents collaborateurs, contributeurs avec qui on travaille. Mais l'idée, c'est aussi de réaliser des traducteurs IFC qui nous permettent, peu importe le logiciel aujourd'hui, que ce soit Revit, Archicad et Allplan, bientôt on est en train de mener les travaux sur Allplan, d'avoir un IFC structuré de la même manière. Donc, les données qu'on veut exploiter seront au même endroit avec les P7 spécifiques, etc. Là, on le voit bien dans deux IFC différents, un qui vient des Revit et un qui vient d'Archicad. Si on n'a pas vraiment l'application full name, on ne reconnaîtrait pas comme ils sont bien vraiment structurés, on a les bonnes propriétés avec au bon endroit, etc. Donc, ça, c'était aussi obligatoire parce que sinon, on aurait dû faire des développements différents pour chaque IFC provenant de chaque logiciel. Et ça aurait été très compliqué à mettre en place. Donc voilà, le checker aussi, c'est un élément principal en fait pour parce que en fait, rien ne passera dans notre entrepôt de données s'il passe pas le checker. Ça, c'est obligatoire parce que sinon, les données seront inexploitables.
Parce que voilà, c'est des données qui doivent bien être nommées, etc., avec des codes. Les informaticiens m'appuieront dessus parce qu'on travaille beaucoup avec la DSI, donc ils développent, c'est eux qui co-développent tout ceci. Ils sont intransigeants. Les systèmes d'information, en fait, il est intransigeant sur les codes. Donc voilà, la maquette, elle passe par le checker. Si elle n'est pas validée, elle revient vers le maître d'œuvre, les BET, etc., pour la mettre à jour. Sinon, si elle est validée, bah, elle passera. Le checker, il va faire des contrôles en fait de conformité de la maquette à la cartographie, aux données qu'on a décidé de mettre dans cette maquette-là. Une fois que c'est validé, bah, elle va passer. Donc, les contrôles sont des contrôles structurels, des contrôles fonctionnels. Donc, par exemple, typiquement, si on attend une donnée texte et qu'on a une donnée, enfin, qui n'est pas texte ou voilà, qui est mélangée, il va pas accepter. Donc, forcément, le système d'information derrière, il va pas accepter. Typiquement, par exemple, si on attend une chambre, mais une chambre écrite tout en majuscule, mais qu'après on va trouver chambre 3 ou 4, pareil, donc il va pas accepter. Mais du coup aussi, on a mis en place un système universel dans la maquette, donc de nommage, etc. Mais on a réussi, donc là c'est la subtilité, à sortir de l'API le nom du logiciel métier. Donc de s'adapter aussi à nos logiciels, c'est qu'aujourd'hui rien ne fonctionne, rien ne change dans le process pour que les gens ne soient pas déstabilisés. Là, c'est une petite démonstration. Donc là, on a fait cette vidéo lors du POC qu'on a validé au tout début. Donc, vous voyez bien le cahier de charge. Donc, on a la matrice de détail. Dans la matrice de détail, vous allez voir deux propriétés qu'on va choisir, qui sont l'année de mise en service et l'état constaté de l'équipement. Là, c'est l'ascenseur en l'occurrence. Donc, sur la maquette Revit, on a les deux propriétés. Celle-là, c'est la maquette Archicad. Donc, on va revoir les deux mêmes propriétés, qui sont année de mise en service et état constaté. Donc, on voit bien que c'est 2020 et bon état. Donc là, c'est la maquette IFC. Donc, pareil, on va retrouver les deux. Là, c'est le passage au checker. Il va nous sortir enfin un rapport. Aujourd'hui, le checker, comme on l'a programmé, il sort 4 formats de rapport, CSV, PDF, BCF et XLS. Donc là, c'est notre outil de gestion technique du patrimoine sur lequel on va déverser toutes nos informations, on va le mettre à jour. Là, bien sûr, on a changé l'ascenseur, donc du coup, il est de 2021. On voit bien l'état qui passe à moyen et l'année de mise en service qui passe à 2021. Et là, on va régénérer un nouvel IFC avec la nouvelle information. Et donc, vous allez voir l'année de mise en service qui passe à 2021 et l'état qui passe à état moyen. Ce qu'il faut retenir, Asma, c'est que, enfin, moi, par rapport à tout ce que tu nous dis là, ce qu'il faut retenir, c'est malgré tout l'investissement finalement que vous avez mis en œuvre chez Séquence, parce qu'en fait, on a l'impression que la balance en fait bascule de l'autre côté, c'est-à-dire que vous prenez le temps de bien comprendre ce dont vous avez besoin, vous mettez en place en interne les outils, les modes opératoires, les spécifications, pour que finalement vos partenaires, quelque part, aient un cadre le plus fiable possible pour pouvoir travailler, et qu'en fait, quelque part, vous ne subissez plus. Oui, en fait, vous n'êtes plus dans la position où vous recevez des informations qui ne vous sont pas utiles, où vous allez perdre du temps à les modifier, etc. Mais ça suppose quand même un travail. Enfin, il faut se le dire quand même, c'est très important de se le dire, c'est qu'il faut un travail quand même important côté maîtrise d'ouvrage, pour que justement tout ce qui vous arrive par la suite, et si vous souhaitez optimiser votre processus de travail, eh bien, il faut mobiliser chez vous, mais il faut aussi, je ne dis pas qu'il faut faire exactement comme vous, mais il faut le faire. Parce que moi, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu réponds à la question qu'on s'est posée tout au début en disant le quand, le pourquoi, le comment et le qui. Ah ben oui, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va utiliser la donnée. Donc, si nous, vis-à-vis de nos interlocuteurs, on ne leur dit pas ce qu'on veut, comment ils vont le savoir? Donc, on est vraiment le premier maillon de la chaîne. C'est nous qui passons la commande. Moi, je dirais, c'est aussi simple qu'acheter un vêtement. Si on ne sait pas ce qu'on veut acheter, on ne trouvera pas le vêtement qu'on voudra. Parce que là, c'est vraiment, on a un besoin. C'est nous qui commandons c'est comme la note de programme. On ne va pas construire un bâtiment sans dire ce qu'on veut dans le bâtiment.
Là, la maquette, c'est vraiment le jumeau numérique, c'est l'équivalent numérique du bâtiment. Donc, on est dans l'obligation de dire ce qu'on veut. Nous, en tout cas, moi, j'ai eu un retour d'un maître d'œuvre qui nous dit, bah, c'est bien, maintenant, on sait ce que la maîtrise d'ouvrage veut. Ça nous permet de travailler en sachant où on voudrait aller. Donc, connaître la finalité de ce qu'on fait, ça nous rassure dans ce qu'on est en train de faire. C'est normal, c'est une commande, on passe une commande. Si on sait pas ce qu'on commande, bah, c'est quoi la logique? Après, oui, c'est des investissements, mais on est le maître d'ouvrage, donc c'est nous qui, on va dire, on est le premier maillon de la chaîne, comme je vous ai dit. C'est en gros, on le fait pour nous, mais aussi pour les autres. Donc voilà. Non, mais très bien. Écoute, hein, en fait, ça va du tableau Excel qui dit exactement ce que je veux jusqu'à la moulinette qui va dire si ce que j'ai reçu est conforme à ce que je veux. Donc c'est parfait, en fait. Hein, on couvre toute la chaîne, mais en fait, en plus, l'avantage, c'est que ça pose une base. Parce qu'une fois que j'ai déployé ce type de processus, je pose une base pour aller encore plus loin par la suite sur d'autres sujets. Hein, donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, on s'était dit, bah, on va partir par la base. Moi, on m'a toujours dit, oui, c'est une vision assez simple, enfin, pas simpliste, mais elle est, enfin, on se base sur les données, sur vraiment le strict besoin. Oui, on peut demain partir sur les simulations énergétiques, sur les revendants, sur l'économie circulaire. On va y aller. Mais si déjà, à la base, on n'a pas stabilisé la nécessité, le besoin, aujourd'hui, ce qu'il nous faut pour vraiment fonctionner, on ne pourra pas aller plus loin parce que déjà, à la base, elle n'y est pas. Et donc là, vraiment, une fois qu'on a stabilisé ceci, on pourra aller vers l'intelligence artificielle, vers des horizons qui sont plus innovants et plus futuristes, on dirait. Absolument. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Asma. Donc on est dans les temps, on est super content. Je crois que Mathilde, elle doit être contente aussi. Je vais passer aux questions, simplement juste pour ceux enfin, j'espère que tout le monde va rester jusqu'à la fin, mais ceux qui partent, sachez que vous allez recevoir un sondage juste pour vous demander de nous donner votre avis sur l'événement. Donc je vais passer aux questions. Alors, j'ai des questions un petit peu pour tout le monde. Alors, merci à tous d'être venus. Donc je vais commencer par Choueb en fait. Alors on a deux questions sur Beam Booster. Donc Oui. est-ce qu'on peut utiliser Beam Booster sans avoir Revit ou est-ce qu'on peut utiliser faire la gestion des informations de Beam Booster sans avoir Revit? Non, c'est vraiment un plugin qui vient se greffer directement sur Revit. Et donc, du coup, le seul applicatif Beam Booster qu'on a en mode détaché, c'est celui qui permet de gérer la licence. Ensuite, vous avez en fait directement votre plugin qui est greffé dans Revit et qui vous permet directement de travailler avec les données de Revit. Je sais qu'il ressemble beaucoup à un outil qu'on a en mode déporté, hein, qui s'appelle Beam One. Il y en a d'autres aussi, mais c'est vraiment greffé à Revit. Une autre question de Beam Booster, est-ce que pour les filtres, est-ce que c'est possible de colorer les objets un peu comme Solibri, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir des couleurs par type de mur, etc., etc. Bah, bien sûr, à partir du moment où on a créé des règles et qu'on se base sur ces informations-là qui sont en fait tout simplement encapsulées dans chacun des objets, dans chacune des familles, les possibilités sont quand même assez limitées, sont illimitées, j'ai envie de dire. D'accord. Merci Chouette. Question pour Candice. Donc de Fabien. Donc est-ce que chez DBLab vous avez développé des solutions entre les données, les maquettes et la réalité mixte pour le contrôle sur site? Ou c'est pas votre Pas encore. Pas encore. Ah, pas encore. Pas encore. D'accord. Mais c'est dans les tuyaux. Enfin bon. Ouais, on a une roadmap. Après, faut trouver un cas de réalisation à court terme, quoi. Oui, bien sûr. Bah oui, parce qu'en fait, vous adressez des cas très pratiques ou des besoins très pratiques. Et oui, d'accord. Une question pour Asma. Toujours de Fabien. Est-ce que tu peux diffuser ton cahier des charges de séquence ou pas? Oui, tout à fait. Bah, il est déjà, normalement, on l'envoie déjà en consultation, mais d'ici fin de semaine, on aura une communication si la semaine prochaine plutôt, on aura une communication sur la stratégie BIM. On va diffuser le cahier de charge ainsi que la charte BIM. Donc, c'est tout à fait possible. C'est prévu. D'accord, voilà. Donc, soit vous prenez contact avec Asma, soit on pourrait passer par nous et puis on pourra vous diffuser le cahier des charges de séquence. Encore une question pour Asma. Non, ça c'était bon. Pour la présentation 5, quand la maquette IFC est mise à jour par le checker, la version précédente est toujours archivée.
Attends, excuse-moi. Hein. J'ai sauté. Est toujours archivé pour une traçabilité. En fait, comment tu gères la traçabilité de tes maquettes IFC? Puisque quand tu génères des maquettes IFC, comment tu gères? Aujourd'hui, le process il est en écriture, mais ce qu'on prévoit, c'est vraiment de garder la première version et la dernière version. On va pas garder les anciennes versions parce que la première, elle correspond à ce qu'on a été livré, enfin, au bâtiment qu'on a été livré, et la dernière, elle correspond au bâtiment actuellement. Donc, ça sert à rien de garder tes versions. Il n'y a pas d'utilité, en tout cas aujourd'hui, on n'en voit pas d'utilité. Enfin voilà, vous n'avez pas. Oui, donc tu n'as même pas besoin de garder, par exemple, je sais pas, les 3 changements de chaudière. Non, pas spécialement. Alors, question donc bon, dont je connais la réponse, mais je te laisse répondre, Asma aussi. Est-ce que tes outils ont été développés en interne ou est-ce que c'est des fournisseurs de plateformes? Enfin, est-ce que tu as acheté des outils clés en main ou est-ce que tu as développé quelque chose en interne? Asma. Ah, elle est figée. Ah, t'es là. Ah, vas-y. Est-ce que tu as entendu la question, Asma? Ouais, c'est moi, j'entends pas. Ah, pardon. Alors, la question, c'était est-ce que vous avez développé vos outils en interne? Non. Ah, on t'entend pas, Asma. Alors, c'est peut-être on les a développés en partenariat avec le CSTB, mais attends, je vais éteindre la caméra. Hop. Là, ça va mieux, vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'entend, Asma. Les outils, oui, ils ont été développés en partenariat. Les outils, ils ont été développés en partenariat avec le CSTB, mais c'est des outils qui, in fine, sont hébergés chez nous et qui sont entretenus par nos équipes. C'est des outils spécifiques pour nous, en fait, personnalisés. En fait, vous avez développé et votre mode de manipulation de la base de données, et aussi votre checker, et aussi votre générateur d'IFC, etc., etc. Oui, tout à fait. Tous les travaux, les documents aussi ont été rédigés en interne, les maquettes de référence ont été modélisées en interne, tous les travaux ont été faits en interne. Par les équipes de séquence. Oui, bien sûr. Donc, une grande application aussi des équipes de séquence. Donc, ça, c'est très important aussi. On a beaucoup fait en interne, c'est vrai. Une question, donc, alors, peut-on inclure la technologie dans le processus BIM? Bien évidemment qu'il faut inclure la technologie dans le processus BIM. Donc, ça, c'est une question un peu pour tout le monde. Peut-être je vais la poser à Nicolas. Hein, Nicolas, peut-on inclure la technologie dans le processus BIM? Je veux dire, est-ce que la technologie est au service du processus ou l'inverse? C'est une question piège. On part des usages, on a des technologies qui se développent effectivement sur le marché, et qui évoluent, des évolutions quasiment tous les 6 mois, ça va très très vite. Oui, c'est vrai. On exploite effectivement cette technologie pour répondre à des usages et à des objectifs. Complètement, la technologie fait partie intégrante de l'évolution du BIM et de tous les process dont on parle. Complètement. Oui. Donc il faut, oui, bien sûr, la technologie est inclue dans le processus BIM, mais elle est au service du processus BIM. Est-ce que séquence... ce que dit... Oui, vas-y. Excuse-moi, pour étayer en fait Nicolas sur les aspects intégration de technologie et le point d'attention aussi, c'est d'intégrer la technologie à l'instant T d'utilisation, tout en anticipant sur la pérennité de la technologie avec les évolutions à venir. C'est ça. Donc, très important. Donc une question encore pour Asma. Est-ce que vous êtes basé sur l'ISO 19650 chez Séquence? Oui, on a pris de référentiel l'ISO 19650 et Building Smart. De toute façon, on peut pas faire ça en fait, surtout quand on parle de l'information, de l'échange d'informations. Exactement, puisque de toute façon, clairement, oui, quoi. On parle de toute façon d'informations depuis ce matin et c'est vrai qu'on tourne un petit peu autour de ces sujets-là. Je crois que c'est tout ce que j'avais comme question. J'espère que je ne vais pas en oublier. Hop. Non, j'ai toutes. Normalement, j'ai passé toutes les questions. On est super dans les temps. Je suis très contente. On a tellement stressé nos invités pour qu'ils soient dans les temps, donc merci beaucoup. Donc écoutez, merci à tous d'avoir été là. Merci Nicolas, merci Choueb, merci Candice, merci beaucoup Asma, merci Mathilde.
Et merci Daniel qui n'est pas là aussi. Écoutez, on va vous donner rendez-vous, j'espère bientôt pour une prochaine thématique. J'espère qu'il sera tout aussi intéressante avec des invités tout aussi passionnants. Tous nos invités, je pense, pourront répondre à vos questions, ou si vous en avez d'autres après, ou si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser, on les relaiera à nos invités. Merci à tous d'avoir été là, merci d'avoir partagé vos retours d'expérience, merci d'avoir partagé votre expertise. Et puis, à nos invités, je leur dis à bientôt pour, j'espère, une nouvelle conférence.